Président des élections. Bonsoir à tous. Merci d'être présents à cette séance publique du Conseil de la Ville de Cap-Santé. Votre participation active à la vie démocratique est essentielle et très appréciée. À titre de président d'élection pour la Ville de Cap-Santé, je tiens à vous informer qu'en date du 7 novembre 2025, tous les élus ici présents ont dûment été assermentés sous serment devant moi, conformément aux dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. La cérémonie s'est tenue dans mon bureau à l'Hôtel de Ville. Cette assermentation marque officiellement le début de leur mandat et confirme leur engagement à servir les citoyens et les citoyennes de Cap-Santé avec intégrité, impartialité et transparence. Je vous remercie encore pour votre présence et pour la confiance que vous m'avez accordée, ainsi qu'aux représentants qui sont ici municipaux. Merci. Merci, M. Roberge. Donc, pour commencer, je vous souhaite la bienvenue à cette première séance ordinaire du Conseil de Ville du 17 novembre 2025. Il est présentement 7h35. Donc, nous avons ici présent M. Henry Jensen du district numéro 1. Nous avons M. Danny Perron du district numéro 2. Bonsoir. M. Claude Roy du district numéro 3. M. Jackson du district numéro 4. Bonsoir. Et M. Victorin Godin du district numéro 6. Bonsoir. Donc, pour commencer, je tiens à vous remercier les Cap-Santéens et les Cap-Santéennes de nous avoir tous élus ici et de nous avoir donné la chance de pouvoir vous représenter à la Ville. Donc, je vous remercie énormément pour ça. C'est un honneur de pouvoir agir en transparence, avec détermination, afin que nous assumerons nos rôles et engagements à titre d'élu. Je souhaite également remercier tout le personnel électoral impliqué au déroulement des élections, ainsi que l'administration et les bénévoles. Donc, merci à tous de tout votre engagement là-dedans. Donc, pour commencer, je continuerai là, avec l'ouverture de l'ordre. Oui, Danny? Allez-y. Ce soir, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers quelques personnes qui ont marqué la vie municipale de la Cap-Santé. M. le maire sortant, Michel Blackburn, les conseillers sortants, François Cotier ainsi que Mario Denis. Mario Denis a siégé pendant plus de 16 ans au sein de notre conseil. Son engagement a été constant, fidèle et toujours marqué par un profond attachement à notre communauté. Il a été fier de représenter le comité ski-sport, contribuant à faire de cette activité un véritable patrimoine sportif et pérennial pour notre municipalité. Merci Mario pour toutes ces années de service et de passion au bénéfice des citoyens. M. Trottier, pour sa part, avoir consacré 8 ans à notre conseil municipal. Son travail fut rigoureux, réfléchi et toujours, comme Mario, orienté vers un bien commun. Il a siégé avec sérieux à plusieurs comités importants, dont la Régie Port-de-Bois de protection incendie, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port, ainsi que le comité de régime complémentaire de retraite des employés. François, merci pour ton sens du devoir, ta disponibilité et ton souci ton constant souci de faire bien les choses. Enfin, je veux souligner, bien évidemment, le travail remarquable de M. Blackburn, maire sortant, encore une fois, Cap-Santé. Son implication dépasse largement la gestion courante des municipalités. Il a été bâtisseur, ambassadeur, un leader engagé sur tous les fronts, un gardien de caractère unique de notre village. Au fil des années, Michel a siégé et présidé sur de nombreux et impressionnants comités stratégiques. Président du comité consultatif d'urbanisme, membre du comité des eaux de surface, membre du comité incendie de la MRC, président de la Régie, membre du conseil d'administration de la FQM, membre du CA du comité ZIP d'Aiderie, préfet suppléant de la MRC de Port-Neuf, membre du comité consultatif agricole de la MRC, membre de la commission de l'engagement du territoire agricole de la FQM, membre de la commission patrimoine et culture de la MRC, membre du conseil d'établissement de l'école Bon Pasteur, membre du CA du Jardin des Abeilles. Il faut ajouter à cela ses réalisations au niveau des projets structurants qui marqueront durablement notre histoire collective à Cap-Santé. La conservation du manoir Alsop, aujourd'hui propriété de la MRC, pour lequel un investissement de 2,5 millions a été obtenu.
La valorisation de la place de l'Église, notamment par la conservation et la transformation du presbytère, devenu un lieu vivant et rassembleur pour les citoyens et les visiteurs. La planification de projets résidentiels de haute densité, permettant à des jeunes familles reconstituées ainsi que des retraités de garder pied à terre ici à Cap-Santé. La modernisation et la réfection de nos infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité de nos réseaux, ainsi que l'avancement du projet de l'eau potable, bien évidemment. Vous avez ici la preuve concrète qu'il a été un leader complet, porteur d'une vision globale pour Cap-Santé, tout projet confondu. Maintenant, j'aimerais prendre un moment pour remercier les citoyens également, ainsi que les citoyennes, comme M. Lefebvre l'a fait, pour m'avoir accordé leur confiance, pour avoir voté pour moi. Un membre spécial aux membres de mon parti, effectivement, Avenir Cap-Santé, avec qui j'ai vécu une magnifique aventure électorale. Cette campagne m'a permis de créer de nouveaux liens d'amitié, mais d'en renforcer d'autres. Je tiens également à remercier du fond du cœur pour ceux qui l'ont passé au travers d'une élection municipale, une campagne municipale, le savent très bien. On a besoin de quelqu'un pour nous épauler. Dans mon cas, ça a été ma tendre épouse qui m'a soutenu dans la tempête des 4 dernières années, mais également dans la campagne. Merci d'avoir été là pour moi, d'avoir été là à mes côtés. Ça n'a pas toujours été facile. On a franchi la tempête ensemble. Un mot tout particulier également à mes enfants qui ont compris et accepté que papa ne pouvait pas toujours être là le soir, parce qu'il avait des convictions profondes à défendre pour eux, pour vous, pour l'avenir de notre communauté. À tous, je vous remercie sincèrement. Merci, M. le maire. Merci, M. Perron. Donc, pour continuer, nous sommes ici tous membres du conseil et formant le quorum sous la présidence de M. Tommy Lefebvre, maire. La directrice générale et greffière et le directeur général adjoint sont également présents. Donc, l'ordre du jour d'aujourd'hui est proposé par M. Jacques Jackson et adopté pour, et M. Perron, pour. Donc, adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Donc, premier point, procès-verbaux, séance du 1er octobre 2025, proposé par M. le conseiller Henry. Parfait, M. Henry Jensen, et résolu que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 1er octobre 2025, adopté à l'unanimité. Donc, on continue là-dessus. Présentement, nous allons aller de l'avant avec le dépôt des états financiers et l'audit de l'année 2024 par la firme Mallette. Je m'étouffe. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, je me représente et pour les nouveaux, je vais prendre le temps quand même de me présenter. Joanie Poudrier, je suis associée chez Mallette. Je travaille chez Mallette depuis plus de 15 ans maintenant et responsable de l'audit de Cap-Santé depuis 2 ans comme associée. Et la première année que c'était Mallette, j'étais à titre de directrice. Je suis accompagnée de ma collègue Kim Roy qui a été responsable du dossier de Cap-Santé cette année avec moi. Donc, on vient vous présenter le dépôt du rapport financier. Donc, nous avons émis un rapport de l'auditeur sans réserve cette année, c'est-à-dire que les informations financières qui sont présentées dans le rapport financier sont exemptes d'anomalies significatives. Donc, ça reflète là, la situation financière de la Ville au 31 décembre 2024. Donc, comme les années précédentes, on vous a présenté, puis là, je ne veux pas regarder en arrière, mais j'ai confiance qu'on va me suivre. Je vais y aller rondement. Donc, je commence par vous présenter les revenus de fonctionnement totaux réels versus le budget, la portion vraiment non consolidée, donc vraiment la portion de l'administration municipale de la Ville de Cap-Santé. Donc, on présente l'évolution sur les 5 dernières années. Donc, vous pouvez constater, la colonne verte, c'est le budget, la colonne bleue, c'est le réel. Donc, pour l'année 2024, c'est un budget de 6 710 000 qui avait été adopté. Et les résultats réels se sont élevés à des revenus de 7 275 307 $. Donc, un dépassement du budget pour ce qui est des revenus. Si on détaille ces revenus-là, la prochaine assiette, vous allez voir les revenus de fonctionnement totaux de 2024 répartis en 2 strates.
Donc, vous avez la plus importante strate qui est les revenus de la municipalité qui sont représentés par les taxes pour 6 37 809 qui représente 83 Et l'autre strate, c'est les autres revenus pour 1 237 498, 17 Je vais vous détailler là, ce montant de autres revenus. C'est quand même un montant significatif, mais c'est composé de plusieurs éléments. Donc, à l'acétate suivante, vous voyez, excusez-moi, j'utilise encore des vieux termes acétate, mais en fait, on devrait dire des planches si je veux actualiser mon vocabulaire. Donc, à la planche actuelle, vous voyez le détail des autres revenus. Je vais les nommer quand même là, parce que je dois comprendre que c'est quand même petit. Donc, vous avez la plus grande tranche qui représente 31 des autres revenus, qui sont les transferts gouvernementaux, donc toutes les subventions des gouvernements qui aident au fonctionnement de la municipalité pour 386 000 Vous avez ensuite la VERPAL, les impositions de droits, pardonnez-moi, donc les droits de mutation, les frais de licence qui représentent 266 158 qui est 22 des autres revenus. Ensuite, les services rendus, donc c'est les loisirs, la culture qui permettent de générer des revenus pour la municipalité de 213 780 17 On a les compensations tenant lieu de taxes, dont les sommes du gouvernement qui viennent compenser les taxes pour les édifices gouvernementaux, donc 151 916 ce qui représente 12 Vous avez des revenus d'intérêt pour 150 927 au 31 décembre 2024, qui représente 12 non, excusez, je n'ai pas dit la bonne. Compensation tenant lieu de taxe, 150 000. Les services rendus, c'était 151 000, excusez-moi. Les revenus d'intérêt, c'est 3 des revenus, c'est 28 404 Et vous avez les amendes et pénalités, qui est la dernière de 40 127 qui représente 3 des revenus. Donc, c'est la composition des autres revenus. À la prochaine planche, vous allez voir les charges de fonctionnement, excluant l'amortissement, là, comme vous pouvez le savoir, l'amortissement, c'est vraiment une dépense qui est comptable, là, mais ce n'est pas une sortie de fonds. Donc, on exclut, là, quand on vient présenter les charges de fonctionnement, cette dépense. Donc, vous avez l'évolution des 5 dernières années, comme j'avais présenté pour les revenus également, mais je l'ai fait également pour ce qui est des dépenses. Donc, le budget, toujours la colonne de gauche, pour 2024, donc un budget de 5 872 212 qui avait été adopté dans le budget. Et les dépenses réelles ont été inférieures à ce qui avait été budgété. Elles se sont élevées à 5 604 755, donc environ 250 000 de moins que ce qui avait été budgété. À la planche suivante, on vient détailler là, les charges totales là, par objet distinct. Donc, vous avez, je vais arrondir les chiffres là, au milieu là, pour ne pas vous étourdir, mais on a des dépenses en biens et services pour la municipalité de 2 282 000. La rémunération à l'administration, la rémunération, c'est 1 535 000. Vous avez ensuite l'amortissement qui est là, 1,1 million. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une sortie de fonds. Vous avez également les contributions à des organismes, donc la Côte-Port, à la MRC, à la Régie. Le total de ces dépenses représente 1 35 000 Tout ce qui est frais de financement, donc les intérêts sur les emprunts, donc c'est 413 000 qui représente 6 du budget. Et les charges sociales, 337 000 Je vous présente les mêmes dépenses, mais plutôt que de les présenter par objet, soit par nature, je les présente par fonction. Donc, le transport à la municipalité, ça coûte 1,3 million, 1 368 000 Vous avez l'amortissement qu'on laisse toujours ensemble parce qu'on vient l'exclure, donc 1,1 million. Vous avez ce qui est hygiène du milieu qui représente 1 65 000 L'administration générale de la municipalité qui a un coût de 970 000 Sécurité publique, 875 000 Loisirs et culture représente 544 000 en dépenses. Les frais de financement, 413 000 comme je l'avais mentionné à la CETAT précédente. Pour ce qui est de l'aménagement, urbanisme et développement, c'est un montant de 352 000 et un petit santé et bien-être qui représente 17 000 La page suivante, donc je vous ai présenté les revenus, je vous ai représenté également les charges de la municipalité. Ici, on vous présente l'excédent, en parenthèse, déficit de fonctionnement. Donc, la ligne du milieu, c'est 0. Donc, on voit là qu'en 2020-2021, c'est des déficits qui avaient été générés. Depuis 2022, on a des excédents de fonctionnement qui sont réalisés.
L'excédent pour l'année 2024 s'est élevé à 632 994 là, comme vous pouvez vous y attendre. Comme on avait des dépassements de revenus, des économies dans le budget par rapport aux dépenses, mais ça a généré un excédent pour ce qui est de l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2024. La CETAT suivante, donc les excédents non affectés, ça c'est les surplus qui ont été générés à travers les dernières années par la municipalité, de quelle manière ils sont répartis. Donc, vous avez au 31 décembre, là, ça c'est vraiment une photo, au 31 décembre 2024, des excédents qui sont non affectés, donc des excédents qui sont des surplus libres, avec l'excédent de 600 000 qui a été généré cette année. Ça porte l'excédent là, de non affecté à 762 619, qui représente 34 des excédents. Vous avez un solde disponible de règlement d'emprunt fermé qui représente 744 000 soit 33 un solde disponible du fonds de roulement pour effectuer des investissements en immobilisation qui est à 492 000 au 31 décembre 2024. Des excédents affectés, 150 000 c'est des excédents qui ont été affectés dans l'année courante du 31 décembre 2024 pour rembourser éventuellement des emprunts lors des renouvellements. Donc, c'est une somme qui a été spécifiquement réservée à cette fin. Vous avez également des excédents affectés qui sont des taxes de secteur qui représentent 75 000 au 31 décembre 2024. Et d'autres fonds réservés là, qui représentent 27 000 majoritairement là-dedans, là, c'est le fonds qui est créé pour les élections. Donc, il a été utilisé au courant de l'année suivante, là, 2025, là, tout récemment avec les élections. Donc, à la CETAT suivante, je vous représente l'évolution des excédents non affectés depuis les dernières années. Là, je vous ai mentionné qu'ils étaient rendus à 762 000. Donc, voici l'évolution depuis 2020. Là. Donc, on voit qu'avec les déficits de 2020-2021, on avait creusé un déficit. Et avec les excédents des 3 dernières années, on est revenu reporter là, les excédents non affectés à un niveau positif pour porter le tout à 762 000 au 31 décembre 2024. Les dépenses en investissement, là, on a beaucoup parlé du fonctionnement. Les dépenses en investissement, donc les nouveaux investissements qui ont été faits par la municipalité. Vous voyez, là, il y avait eu 2,3 millions en 2020 d'investissements. On a vu une baisse dans les dernières années. 2024, vous voyez, il y a une très grosse hausse. Il y a une bonne partie, là, en fait, du 5 332 711 cette année d'investissement qui a été fait. En fait, il y a un 4,2 millions qui est une contribution d'un promoteur. Donc, c'est un nouvel investissement parce qu'une fois qu'un projet est réalisé, le promoteur cède les rues qu'ils ont fabriquées eux-mêmes dans le cadre du projet de développement. Et on doit comptabiliser ça comme un investissement pour la municipalité parce que maintenant, ça appartient à la municipalité, mais c'est un investissement qui ne coûte rien à la municipalité parce qu'elle est cédée à 1 $ par le promoteur. Donc, c'est un investissement, mais il n'y a pas eu de financement par rapport à ces investissements-là. Donc, les investissements vraiment financés par la municipalité dans le cadre régulier, là, ça représente plutôt 1,1 million. C'est pour ça que vous voyez le boom cette année. Là, mais c'est des projets des fois qui durent plusieurs années. Donc, quand il y a un moment qui cède les rues par acte notarié avec le promoteur, bien, ça vient créer cet élément-là. C'est le projet Villa Vista. La prochaine planche, c'est l'importance de la dette brute depuis 2020. Donc, c'est la dette brute de la municipalité par les emprunts. Cette dette-là, vous voyez, elle a baissé là, depuis les 3 dernières années. Elle se porte en 2024 à 12 449 000. Ce n'est pas la dette totale de la municipalité, c'est vraiment la portion brute. Je n'ai pas fait de portion nette, mais comme vous le savez, dans la municipalité, il y a parfois des subventions qui sont payées au même rythme que les emprunts. Donc, il y a une portion de cette dette-là qui est subventionnée en partie. Je pourrais vous dire, la dette nette de la municipalité est à 8,2 millions au 31 décembre 2024, sur le 12,4 millions total. Donc, voilà pour ma présentation, Monsieur le maire. Donc, je donnerai un temps là, pour faire une période de questions. Si vous avez des questions sur les états financiers, là, juste à vous lever, à venir poser les questions. Là. Les 2 demoiselles seront ici là, pour écouter vos questions. Par la suite, ils quitteront. On pourra continuer l'ordre du jour du conseil privé. Bonjour, Martin Jacob, 42 rue du Roi, Cap-Santé. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu des ventes d'actifs dans l'année 2024? Oui. Et s'il y en a, est-ce que ça a été inclus dans les revenus ou non? Oui, tout à fait. Il y a eu des ventes. Il y a eu une vente de terrain et il y a eu la vente de l'ancienne bibliothèque et le manoir Alstoff.
Oui, ça fait partie des revenus. Donc, effectivement, ça fait un peu partie là, des revenus qui ont été plus élevés que le budget, étant donné qu'il y a eu des ventes d'actifs. OK. Donc, ça représente là, des revenus de l'ordre de 5 à 700 000 approximativement. Ça ressemble à ça. OK. On Puis à ce moment-là, je voudrais vous répondre, là, mais je ne les connais pas par cœur tous. Là, mais OK. Non, c'est approximatif. Là. Et dans le fond, s'il n'y avait pas ces revenus, ces ventes d'actifs-là, le revenu net aurait été peut-être à zéro ou à peu près. Il aurait été super à zéro parce que quand on voit le produit de disposition, il y a également là, des ajustements en fonction de la valeur comptable, hein, parce que ces immeubles-là n'étaient pas entièrement amortis, fait que ça vient un peu se renverser. Là. Ça représente les produits de disposition, on a 883 000, mais il y avait des valeurs nettes comptables quand même de 250 000 là. Mais dans l'excédent de fonctionnement, ces éléments-là. C'est ça, des valeurs? Comment? Les valeurs nettes comptables. Ça, c'est un principe comptable. C'est que, par exemple, là, que la bibliothèque, quand elle avait acheté, si elle avait été achetée pour 500 000, bien, on l'amortit sur plusieurs années, cet élément-là. Fait qu'il y avait quand même encore une valeur comptable, si je peux dire, même si l'investissement, on vient retirer ça. Fait que le montant net de tout ça, là, ça représente, c'est 800 000 les ventes, moins de 250 000. Donc, même si on enlève ça, il y aurait quand même un excédent, mais c'est vrai là, que l'excédent de fonctionnement aurait été inférieur. Puis le produit des ventes d'actifs, est-ce qu'ils ont été apportés en soustraction des emprunts ou ça a été mis dans le compte courant? Là, je vais de mémoire exactement. Je n'ai pas des dollars près, là, mais comme je vous ai montré tantôt, il y a un 150 000 qui a été affecté pour des remboursements d'emprunts éventuels parce qu'on ne peut pas les rembourser nécessairement lorsqu'il n'y a pas de renouvellement. Donc, il faut qu'il y ait un renouvellement pour pouvoir faire un remboursement. Donc, il y a un 150 000 qu'on sait qui a été réservé pour rembourser effectivement un emprunt. Puis, on a 350 000 qui a été affecté au fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement, si je vous compare avec le fonds de roulement de l'année précédente, qui était inférieur, donc un 350 000 de produits de disposition, qu'on est venu renflouer de manière anticipée des investissements qu'on avait financés via le fonds de roulement. OK. Donc, si je comprends, les prêts reliés à l'achat du manoir Alsop sont toujours là. Là, je ne pourrais pas vous dire le prêt spécifiquement pour cet élément-là, à moins qu'il avait été remboursé, là, mais là, je n'ai pas la réponse. Il faudrait que je fasse une recherche pour vous répondre à cet élément-là. L'emprunt spécifique sur cette acquisition-là. Là. Oui, bien, dans le fond, il y a eu un emprunt approximatif de 350 000 pour l'achat du manoir Alsop, puis 150 000 qui provenait de vente d'actifs ou quoi que ce soit. En tout cas, puis, oui, OK. Puis aussi, si les autres ventes d'actifs, est-ce qu'ils ont été utilisés pour rembourser des prêts ou ça a été mis dans le fonds de roulement? Mais là, les remboursements d'emprunt cette année, il y a eu des montants qui ont été remboursés d'avance là, lors des refinancements, là, mais c'était pas les ventes nécessairement, parce qu'une fois que la vente est faite, c'est fait après, puis il n'y a pas de renouvellement pour attendre qu'il y ait un renouvellement pour pouvoir rembourser. Parce que dans le fond, la soit affecté. différence entre l'endettement de 2023 et l'endettement de 2024, on était à 1 million. 900 000. Hein? Environ 900 000. 900 000. Bien, il y aurait des remboursements en capital prévus sur les emprunts, puis également, bien, il y a les nouveaux projets, il y a des nouveaux financements. Fait qu'on ne peut pas directement le relier à ça. Là. OK. Merci. Petite suggestion, on avait beaucoup de difficultés à avoir les chiffres. On va oui, vous ne les voyez pas. À Hein. l'arrière, là, c'était C'est difficile. petit. On va en C'était prendre notre difficile à note. suivre. Là. On va essayer de faire une version 2.0 l'année prochaine, si c'est nous l'auditeur. Je dis ça parce qu'on est en fin de service. Mais on va prendre une note certainement de s'assurer que ce soit effectivement plus visible. Ouais. C'est un bon point. Je suis désolée pour ça. OK. Merci beaucoup. Ça fait peine de changer de Oui, bien, en fait, on pourrait grossir les chiffres. Là. On voit bien les colonnes, mais je comprends que les chiffres sont petits, fait qu'on va essayer de vous créer quelque chose de plus convivial avec plaisir. Bonjour. Bonjour, Guy, 15 route 138. Moi, je connais ça pas mal, mais pour le commun du mortel, là, on est-tu capable de dire que la gestion est bonne? Les chiffres sont beaux, là.
les chiffres sont beaux. Je ne peux pas constater de la gestion, mais on comprend qu'il y a des excédents, effectivement. On n'a pas la même situation qu'on avait là 3-4 ans où il y avait un déficit qui ne s'est pas permis de faire des déficits en municipalité. Donc là, je pense que la situation elle a été ramenée à un niveau que c'est effectivement acceptable. Après ça, est-ce que la dette est plus élevée? Moi, c'est pas moi qui peux juger de la gestion. Est-ce que c'est correct d'avoir cette dette-là de ce niveau-là? Mais on voit clairement que la dette a baissé par rapport à là, si on dit 3-4 ans. Il y a des excédents qui ont été réalisés pour ramener à un équilibre plus, puis pouvoir effectivement avoir des liquidités pour rembourser les emprunts, puis venir réduire là, la dette nette, effectivement. OK. Fait que là, dans le fond, si on résume, là, en globalité, les décisions ont été bonnes, le budget a été, même on est en dessous de ce qui a été budgété à bien des places, que ce que j'ai pu voir. Exact. Il y a eu un contrôle de dépenses qui ont fait que les dépenses réelles ont été inférieures aux dépenses budgétées, là. Dans le fond, on peut quand même féliciter, à défaut que des gens depuis un an chialent à gauche et à droite. Donc, on peut quand même féliciter la job qui a été faite, puis on pense que ça a été bien fait. Ben, c'est pas à moi de les féliciter, mais si vous voulez le faire, allez-y, là. Vous pouvez me féliciter pour mon travail. Non. Bon, ben, ça marche. On essaie d'accompagner, dans le cadre de nos travaux, on essaie quand même d'accompagner la direction pour leur mentionner, bien, voici les emprunts qui viennent en renouvellement si vous voulez faire des remboursements anticipés. Nous, on n'est pas dans la gestion dans le quotidien, on peut que constater, mais on essaie d'accompagner au mieux qu'on peut, effectivement, pour que les décisions soient bonnes pour, effectivement, améliorer la situation financière. Mais effectivement, on peut constater que les chiffres sont pas mal plus verts et positifs qu'ils ont déjà été. Bon, super. Merci beaucoup. Bonsoir, Bonsoir. 68 Nelson, José Calderón. Ma primera cuestión se concerne le dépôt des états financiers. Pourquoi ils sont en retard? Pourquoi ils ne sont pas présentés en mai ou en juin? Deux raisons. La première raison, quand on a pris le mandat il y a 3 ans, on a des équipes qui sont quand même, là, vous savez, la comptabilité publique, là, particulièrement municipale, c'est la comptabilité qui est quand même le plus complexe dans le domaine de la comptabilité. Puis nous, on avait déjà un portefeuille de clientèle qui était vraiment plein. Nos équipes étaient déjà à côté pour livrer dans les délais du 15 mai, qui est maintenant rendu le 15 juin. Fait que ce qu'on s'était entendu avec la municipalité, c'est qu'on allait effectuer les travaux lorsque nos équipes allaient être disponibles à l'été. L'année dernière, Pardon, oui. c'est la première année, c'est ça? C'est le 23. Mais Oui. là, c'est le 24, on était en retard aussi. Oui, exactement. Nous, on n'a pas plus de personnes de disponibles dans les temps. Même si on avait eu des gens disponibles dans les temps, je tiens à mentionner que comme vous avez un rapport financier consolidé, on doit intégrer les informations financières de la REPI puis de la Régie. Oui. Le rapport financier de la REPI est sorti en octobre. Donc, tant que je n'ai pas les informations financières finales de la portion que je dois consolider, je ne peux pas sortir les chiffres. Il y a une bonne partie du délai. Je ne veux pas juste mettre la faute sur la REPI. Là. Il y a une portion que nous, si on n'avait pas eu, si la REPI avait livré en temps, on n'aurait pas livré pour le 15 juin parce qu'on n'avait pas de ressources suffisantes. La REPI, c'est la régie d'incendie, c'est ça? Oui, exactement. Fait que ça a été livré en octobre. Fait qu'après ça, on a fait les travaux afin de venir faire la consolidation des informations proportionnelles, là, parce que vous ne détenez pas 100 de la REPI, là, pour venir intégrer les chiffres au rapport financier. Parfait, merci. Ma deuxième question, c'est pour bien comprendre la dette brute, pour calculer la dette nette, est-ce qu'il faut enlever quelques parties, Oui. les subventions, les capitales, les choses qu'on paie, que la ville a payées? On n'enlève pas des choses que la Ville a payées, mais je peux vous le détailler. En fait, c'est ça, la dette brute, c'est 12,9 millions. C'est ça? Je ne sais plus la même à cette date, mais ce qu'on vient enlever, c'est la portion, on vient enlever les activités d'investissement qui sont à financer. Donc, en ce moment, la municipalité, elle a fait des investissements, puis elle n'a pas nécessairement immédiatement contracté les emprunts pour ces investissements-là. Donc, ça vient s'ajouter. On vient également, après ça, déduire là, la portion des subventions qui sont à recevoir, qui aident à payer les emprunts, parce que ces montants-là de subventions sont des sommes qui sont à recevoir, là, qui sont garanties par le gouvernement. Puis, on vient également enlever, je vous ai présenté là, tout à l'heure, là, des soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé. Ça, c'est des projets qui, par le passé, lorsqu'ils se sont terminés, il y avait eu de l'emprunt supplémentaire au projet. Donc, la dette a été plus élevée que les projets. Fait que ça, c'est de la dette qui est comme disponible. Fait que ça, on vient le réduire parce qu'on peut utiliser ces montants-là disponibles au fur et à mesure pour réaliser de nouveaux projets parce que c'est déjà préfinancé ou les rembourser là, de manière anticipée lorsqu'il y a des renouvellements.
Fait que c'est ces calculs-là qui font qu'on arrive avec une dette nette de 8,2 millions là, pour l'administration municipale versus une dette brute de 12,9. Parfait. Quand on parle quand vous parlez de non consolidé, Oui. ça veut dire quoi? Le non consolidé, quand je viens vous parler des chiffres non consolidés, ce qui vous intéresse le plus, là, selon nous, c'est la portion vraiment des chiffres qui sont au contrôle de Cap-Santé. C'est les chiffres vraiment de la ville de Cap-Santé. Quand on vient faire le consolidé, c'est que dans le rapport financier, si vous allez chercher le rapport financier sur Internet, si on regarde vraiment les résultats totaux, ça inclut également la quote-part dans les résultats financiers de la REPI et de la Régie de déchets. Fait que consolidé, c'est ça. Fait que si vous avez, par exemple, vous détenez, là, je dis un taux comme ça, là, mais c'est pas ça, là, 50 de la REPI, bien, on vient prendre 50 des revenus puis des dépenses de la REPI, puis on vient les intégrer à vos chiffres, on additionne tout ça, puis on vient créer un nouvel état financier qu'on appelle consolidé. Ok, parfait. Et ma dernière question, est-ce qu'on peut dire que la ville c'est en santé financière ou pas encore? Bien, c'est dur de dire une santé, c'est dur pour moi de constater. Là, ce que je peux vous dire, c'est que la santé financière s'est améliorée. Là. Je pense que oui, il y a des excédents. Donc, le but, c'est pas de générer. De toute façon, je vous recommanderais jamais de créer des excédents sans arrêt parce que c'est des taxes des citoyens. Donc, si on crée de l'argent, on fait des surplus vitables aeternam, bien, c'est pas mieux non plus parce que ça veut dire qu'on surtaxe les citoyens. Il y avait une situation où il y avait des déficits il y a quelques années qu'il fallait régler. Là, clairement, il n'y a plus de déficit accumulé. Là. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour. Rebonjour. Concernant les comptes à payer, Oui. étant donné que est-ce que c'est une comptabilité d'exercice ou de Oui. caisse, c'est-à-dire que ma question c'est est-ce que les comptes à payer étaient plus élevés à la fin de 2024 par rapport à 2023? Je vais vous dire ça, je vais l'avoir. Puis là, je vais y aller en manière non consolidée, donc vraiment les comptes à payer de la ville. Au 31 décembre 2024, les comptes à payer sont de 823 000 Oui. L'année passée, ceux-ci étaient de 646 000 donc, c'est un peu plus élevé que l'année passée parce qu'il y avait en fin d'année dans les comptes à payer, par exemple, là, on avait des investissements pour une nouvelle pompe qui est à payer. Parfois, il y a des éléments de plus, là, mais c'est vraiment une comptabilité d'exercice. Fait qu'on vient comptabiliser les courus qui sont à payer en fin d'année, on intègre tout. Là. C'est pas de la comptabilité de caisse. Donc, ça ne vient pas jouer sur le revenu net. Là. Étant donné que les comptes à payer de 2024 étaient environ 200 000 de plus, ça ne veut pas dire que le revenu... Si on serait resté au même niveau, c'est-à-dire à 600 000, est-ce que les revenus nets auraient baissé de 200 000 ou pas? Les excédents, vous voulez dire? Oui, oui. Bien, en fait, c'est dur à dire. Là. En fait, c'est les dépenses de l'exercice. Là. Fait que s'ils étaient restés au même niveau, il aurait été moindre, mais c'est peut-être juste qu'ils ont été payés plus vite. Là. C'est pas qu'il y a plus de dépenses nécessairement. Là. Fait que, Donc, ça va avoir plus de dépenses, mais c'est sûr que s'il y a une dépense qui a été faite en 2023 et qui a été payée seulement en 2024... Ah, ça n'a pas d'impact parce que si la dépense elle a été faite pour 2023, c'est-à-dire qu'elle était en compte à payer l'année passée. Fait que, OK. c'est ça. Nous, on vient vraiment mettre les dépenses qui sont engagées dans Qui l'exercice. est rentré à ce moment-là au niveau des dépenses de 2023 ou 2024 lors de l'année. Là. Exact. La dépense est vraiment constatée l'année où qu'elle est engagée, ou que la dépense est engagée, non au moment où elle est payée. Fait que c'est sûr qu'en fin d'année, il peut y avoir des écarts, tout comme dans les comptes à recevoir. Là. Des fois, on a des subventions de plus à recevoir, on a plus de montants à recevoir ou moins. Là. Fait que ça peut venir jouer, mais ça ne change rien l'excédent, en fait. C'est une question de rapidité de paiement qui peut dépendre de la municipalité, qui peut dépendre du moment où que l'entrepreneur envoie la facture également. Là. Il y a une autre question qui me vient à l'esprit. C'est concernant les revenus qui viennent de subventions du gouvernement. Oui. OK? Les subventions du gouvernement sont souvent reliées à des investissements. Pas seulement, mais oui, il y en a entre autres. Habituellement. Oui, exactement. Mais si c'est celles que j'ai présentées dans votre revenu de fonctionnement, c'est vraiment des subventions qui étaient pour payer le fonctionnement. Ah, le fonds, ah oui? Oui. OK. Fait que le montant que je vous ai présenté, c'est vraiment les subventions de fonctionnement. Les subventions d'investissement, là, ça, c'est un autre... OK. Donc, si on prend, par exemple, l'exemple de le patinoire, ou qui a été subventionné à 200 000, La subvention.
n'est pas rentré dans les revenus. Non, elle n'est pas rentrée dans les revenus parce que c'est vraiment un revenu en lien avec l'investissement, fait qu'on ne le présente pas dans les revenus de fonctionnement. Effectivement. OK, merci. Daniel Piché. Moi, je n'ai pas d'adresse postale, mais je suis copropriétaire d'un terrain de 3,2 km carrés. J'ai le droit de poser une question, M. le maire. Vous avez donné le chiffre. Il me semble que la dette nette nous éclairerait au moins autant que la dette totale si on avait les comparaisons pour la dette nette d'année en année. Oui, je pourrais. On pourra vous le présenter les années suivantes. On l'a-tu, la dette nette, là-dessus? Non, mais je l'ai l'année passée, la dette nette brute. Bien, brut, on... Je l'ai brute, là. Je ne l'ai Ouais. pas nette. Faudrait que je sorte. Non, tu ne l'auras pas là. Parce que brut, on l'a au tableau, là. Oui, exactement. Mais on va aller chercher le rapport financier de l'année Parce que les précédente. autres années, vous présentiez la dette brute puis la dette nette. C'est vrai? Les deux méritent d'être présentés. Je peux présenter, ça va me faire plaisir de vous le présenter. Est-ce qu'on l'avait présenté l'année passée? Je n'avais pas de mémoire parce qu'on était parti pourtant de la même, mais on a l'information. Donc, on a une dette brute de 8,2 millions cette année. Ça, c'est le 31 décembre 2023. Donc, la dette nette de l'année précédente, c'était 8,4 millions. 8 410 000. Cette année, c'est 8 211 000. Donc, ça a baissé d'environ Ça a baissé 200 000. Exact. OK. Merci beaucoup. Genre, on en prend note, Kim, pour l'année prochaine. On va présenter la même chose, mais dette nette, effectivement, c'est intéressant pour vous. Je suis d'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, on ira de l'avant. On pourrait vous libérer. Vous souhaiter une bonne soirée. Puis, Merci tout le on monde. va aller de l'avant avec l'ordre. Merci. Merci. Bonne soirée. C'est correct. À moins qu'on soit là 3 heures. Oh, merci. On peut être là plus que 3 heures maintenant. Pas trop long. Donc, pour continuer après la présentation là, des états financiers, nous allons aller de l'avant. Oh, je vais attendre que l'écran revienne, ça va être plus facile. Je ne sais pas si Mathieu ou Mme Serrois peut regarder pour... en fait, le procès verbal de novembre au point des approbations des dépenses. Pendant que ça part, je prendrai le temps pour vous expliquer un peu. Pour le premier conseil, ce n'est pas tous les conseillers qui ont leurs ordinateurs. C'est surtout les anciens conseillers qui étaient déjà là qui ont leurs ordi. Il va y avoir une version un peu différente dans les prochains conseils. Puis on va aussi le segmenter en fonction des sujets. Donc, si on a l'urbanisme, ça va être un sujet séparé, les dossiers municipaux, etc., les règlements de prêt, etc., ça va être séparé par des périodes de questions. Donc, ça va aider les citoyens à avoir le temps de comprendre un peu et non juste de descendre tout l'ordre du jour un après l'autre. Ça va vous aider aussi à prendre le temps là, de pouvoir parler des sujets. Puis aussi, par exemple, on parle par exemple d'un... Ça ne sera pas trop là. Je vais parler plus fort. Donc, c'est ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est qu'on va mettre des sections pour pouvoir avoir les gens, par exemple, de l'urbanisme ou quoi que ce soit, peuvent poser des questions là-dedans. Fait que ça va vous permettre aussi d'avoir le focus, si vous venez pour l'urbanisme, si vous venez pour, par exemple, un parc à chiens, si vous venez, etc. Mais vous allez segmenter en plusieurs sections et non juste au début du conseil et à la fin du conseil. Comme ça vous donne plus de temps là, à chacun des citoyens à pouvoir poser des questions, puis aussi
à avoir des commentaires, etc., mais durant la braquette, fait que ça va être plus facile pour tous et chacun. Donc, oui, allez-y. Si vous avez posé la question à... Mon nom est Claire Savard, 81 rue Gauthier. Je suis bénévole à la bibliothèque et je voudrais remercier la municipalité d'avoir fait installer la passerelle. Oh. J'ai des usagers de 80, on a eu des usagers de 90 ans qui ont un peu de difficulté et ça, merci de l'avoir remis en place. Oui, effectivement. Monsieur Roberge a été mis au courant là, la semaine dernière là, de la passerelle et ils ont fait de l'installation de la passerelle. Merci de l'avoir signifié. J'ai encore un peu de temps. Donc, pour continuer un peu dans l'avenue des nouveaux conseils, comment on va le faire aussi, j'aimerais l'implication de chacun des conseillers pour que ce ne soit pas juste le maire qui descend tous les titres. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, s'il y a un citoyen dans son district qui a un projet qui se rapporte à son district, bien, c'est ce conseiller-là qui va le présenter. Donc, ça va permettre un peu plus d'implication de chacun des conseillers, puis aussi de permettre aussi aux citoyens de voir, OK, c'est lui qui est dans tel district, puis il travaille sur tel projet. Mais comme ça va aussi le permettre là, de vous associer là, au district un peu plus aussi. Fait que ça va être une autre chose là, qui va être apportée au prochain conseil. On peut regarder un film en attendant. Oui, d'ici le temps, si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous lever et aller poser des questions en attendant qu'on régule la situation. Je voudrais savoir, au niveau des 3 blocs d'appartements qui ont été construits sur la rue de Derry, là, comme c'est là, il n'y a pas des réserves, mais des places pour remiser, des petites remises. Des cabanons. Des cabanons, OK, exactement. oui. Là, comme c'est là, on passe devant les blocs, puis on voit les vélos sur les patios, puis tout ça. Là. À un moment donné, là, surtout que c'est assez central pour Cap Santé, là, tu sais. C'est un coin quand même qui est assez visuel, là, tu sais. Je pense que j'ai de la misère à comprendre comment ça se fait qu'il n'y a pas de cabanon fourni pour les locataires qui sont là. Bien, je vais poser la question à l'urbaniste. Je l'ai noté, là, je vais en parler avec M. Reed, puis essayer de regarder là, s'il y avait quelque chose déjà dans le plan d'implantation d'origine pour permettre l'emplacement de cabanons. Effectivement, ça peut être une belle proposition à faire là, pour pas que tout soit stagé sur les galeries, etc. Là, pour Là, que on ça soit... commence à avoir des boîtes un peu ici et là Oh, oui. pour remiser l'hiver. Parfait. Je pense que... Non, certainement. Je vais essayer de poser la question pour avoir l'idée là, un peu là, du... OK, merci. Ah, du projet, là? Oh, ça, on peut l'enlever, effectivement. On va demander au promoteur s'il achète au travaux public. Oui, je vais l'ajouter aussi. Oui. Oui, exact. Oui. C'est un peu le point, c'est ça que je veux, en mettant l'implication de chacun, là, ça va donner, OK, il vit dans tel district, il travaille sur tel projet. Oui. C'est
Oui, allez-y, Danny. Les autres séances publiques, on n'a pas nécessairement l'ordre du jour sur l'écran. C'est chacun l'avait, je pense, en main. Je proposerais peut-être d'aller de l'avant pour éviter de faire peut-être perdre du temps. Est-ce que vous, les conseillers, avez besoin aussi de l'avoir? Parce que je pense que vous ne l'avez pas non plus. Je vais aller en chercher quelques-uns, au moins que vous puissiez suivre. Là. Tantôt, vous avez compris ce que Thomas voulait dire, Tommy voulait le dire, hein, que chaque secteur, là, les conseillers, on va vous informer de ce qui se passe dans votre secteur. Ce qu'on faisait par le passé, on prenait le journal des citoyens, chaque œuvre, les gens qui vont prendre connaissance du journal des citoyens, ils vont venir aux réunions pour savoir à la finale tout ce qui se passe à Cap-Santé, partout sur le territoire. C'est pour ça, c'est ça qu'on voulait que vous sachiez. Merci. Donc, pour continuer l'ordre du jour, nous allons aller de l'avant avec l'approbation des dépenses pour le programme d'aide financière PPA-CE. Donc, il est entendu que la Ville de Cap-Santé a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale PAVL et s'engage à les respecter. Entendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admise au PAVL. Entendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Entendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Entendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli. Entendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou pour la plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Entendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Entendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'énonce. Entendu que les autres ressources de financement des travaux ont été déclarées, il est proposé par M. Jackson et résolu que ce Conseil approuve les dépenses d'un montant de 25 000 relatifs aux travaux d'amélioration et réalisation et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil présent. Un peu comme je disais précédemment, on a un peu un nouveau conseil puis une nouvelle dynamique. Donc, au lieu de juste partir du prochain plan, dire application de l'article 90 sur la loi, je veux prendre le temps d'avant de vous expliquer un petit peu c'est quoi, puis qu'est-ce que l'application de ce règlement, de cet article-là prend en compte. En fait, sur la rue Nelson, dans la curve de la rue Nelson, il y a un petit territoire qui est vraiment pas large, qu'on a eu de la difficulté à rejoindre le propriétaire. En fait, on n'a pas été capable de rejoindre le propriétaire. Et on a eu des plaintes des alentours, comme quoi que le terrain est laissé à la pousse, il y a la vermine, etc. Donc, après les rencontres des citoyens, la municipalité a pris la décision de prendre l'entretien jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à temps qu'on trouve une solution là, avantageuse, de l'entretien de ce partiel de terrain-là. Le terrain n'est pas si gros que ça, c'est un terrain d'à peu près d'une largeur d'une automobile, par à peu près une douzaine d'automobiles. Je vous donne une orientation au général. Donc, ce que ça engage la municipalité, c'est de faire cet entretien-là, de faire la coupe de pelouse, etc., pour s'assurer qu'il n'y a pas de vermine, puis que le terrain a l'air beaucoup plus propre, puis ça donne une belle vue là, sur la rue Nelson. Donc, je vais procéder à la résolution. Application de l'article 90 de la loi sur les compétences municipales pour procéder à l'entretien du lot 3 833 638 de la rue Nelson. Entendu une vente pour défaut de paiement de taxes réalisée le 8 octobre 2014.
entendu qu'à la suite d'un recours en justice, les propriétaires du lot 3 833 638 ont eu gain de cause pour faire annuler ladite vente du dossier numéro 200-17-026-734-178, entendu que depuis le début de l'année 2022, les propriétaires sont en défaut de paiement de taxes, entendu que la Direction générale a tenté à maintes reprises de joindre les propriétaires pour les aviser du défaut, mais aussi des nuisances causées par le manque d'entretien de leur terrain, et ce, sans succès. Entendu que l'article 90 de la Loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut, à l'égard des matières prévues à l'article 4, à l'exception du paragraphe 9 du premier alinéa et aux articles 85 à 89, accorder toute aide qu'elle juge appropriée. Entendu que l'absence d'entretien de la parcelle ici visée engendre des nuisances pour le voisinage. Entendu que la volonté de ce conseil à rassurer le voisinage sur l'amélioration de la situation de nuisance vécue depuis quelques années. Il est donc proposé par M. Victorin Godin et résolu que ce conseil applique l'article 90 de la Loi sur les compétences municipales pour procéder à l'entretien du lot 3 833 638 rue Nelson, d'une superficie de 124 mètres carrés, afin de minimiser les nuisances causées au voisinage, le tout dans l'attente de rejoindre les propriétaires afin de trouver une solution permanente à la situation, adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil présent. Par la suite, c'est l'autorisation de signature des documents officiels de la Ville. Il est proposé par Claude Roy, M. Claude Roy, et résolu que ce Conseil autorise M. Tommy Lefebvre à signer les documents officiels de la Ville de Cap-Santé, adoptés à l'unanimité par les membres du Conseil présent. Autorisation de signature des documents relatifs au compte bancaire de la Caisse des Jardins du centre de Portneuf. Il est proposé par Henry Jensen et résolu que ce conseil autorise M. Tommy Lefebvre à signer les effets bancaires de la Ville de Cap-Santé pour les Caisses des Jardins du centre de Portneuf. Adopté à l'unanimité. Adopté à l'unanimité par les membres du Conseil présent. Prochain sujet, c'est l'appui de la Fondation des Rivières et ses partenaires. Pour vous faire un petit résumé un peu, c'est quoi? Plusieurs MRC, pas juste la MRC de Portneuf, se sont fait rencontrer par, dans le fond, la Fondation Rivières pour donner accès aux berges de plusieurs rivières, lacs, etc. Avec les développements, comment c'est fait, souvent c'est très difficile de donner aux citoyens la possibilité de pouvoir aller marcher sur le bord de l'eau, par exemple, etc. Donc, cet engagement, pour l'instant, c'est vraiment plus un engagement, je dirais, on dirait honorifique. Là, c'est plus, il n'y a pas vraiment d'engagement très concret, merci, pour le présent de ça. Mais on commence avec ça, premièrement, parce qu'on croit, ici au Conseil, là, que de donner accès aux citoyens à des berges, c'est un certain contrôle quand même aussi. Là. On ne veut pas qu'on se ramasse que plein de gens se promènent d'un peu partout. Il va quand même avoir une concertation par rapport à ça. Mais le but de cet appui-là, c'est vraiment là, d'avoir une visée pour donner accès aux citoyens à des berges. Donc, voilà. Donc, appui à la Fondation Rivières et à ses partenaires. Entendu que les résultats préliminaires de l'étude réalisée par les professeurs Sébastien Rioux de l'Université de Montréal, de Rodolphe Gonzalez de l'UQAM, qui démontre que la majorité des rives des rivières, des lacs, sont inaccessibles au public, en grande partie à cause de la privatisation croissante des berges. Entendu que l'étude L'accès aux rivières et aux lacs au Québec, tour d'horizon réglementaire et piste de solutions juin 2025 de la Fondation Rivières, explore les mécanismes mis en place par d'autres juridictions dans le monde pour redonner accès au territoire à la population. Entendu que les demandes grandissantes et répétées de la population pour avoir accès aux lacs et aux rivières dans le sud du Québec. Entendu que le cadre réglementaire québécois qui balise l'accès aux berges. Entendu que le gouvernement provincial a déchargé une part importante de ses responsabilités sur les municipalités et les MRC qui ont la charge d'assurer un accès public aux berges.
Entendu que la MRC doit produire un schéma d'aménagement et de développement en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 3, respectant les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, au GAT, et y identifier les lacs et ou cours d'eau qui représentent un intérêt récréatif dans le but d'en assurer l'accessibilité publique, article 5. Entendu que les municipalités doivent ensuite intégrer les objectifs de développement des MRC dans leur plan d'urbanisme et leur réglementation locale. Entendu le niveau élevé de responsabilité imposé aux municipalités afin de respecter le règlement sur la sécurité dans les bains publics et le devoir de prévisibilité raisonnable face à leur aménagement public. Entendu les poursuites déraisonnables contre les municipalités et les propriétaires privés qui aménagent des accès publics pour favoriser l'accès à la nature pour la baignade et la pratique d'activités de plein air. Entendu le besoin d'offrir une protection juridique aux municipalités ainsi qu'aux propriétaires privés offrant un accès à la nature, forêts, lacs et rivières. Il est proposé par Claude Roy, M. Claude Roy, le conseiller, et résolu que ce conseil appuie la Fondation Rivière et ses partenaires dans ses démarches auprès des acteurs concernés, nommément le gouvernement provincial, afin d'obtenir une protection juridique pour les municipalités et les propriétaires donnant accès au territoire à partir de leur propriété, adopté à l'unanimité pour les membres du conseil présent. Prochaine résolution, c'est l'appui du projet Adapto pour l'eau potable. Adapto, grosso modo, ce que c'est un organisme qui aide les municipalités, les MRC, etc., pour, un peu comme nous, ici, on a le puits Bertrand. Puis, ici, ça fait déjà longtemps là, que la municipalité travaille pour pouvoir améliorer l'eau, améliorer l'aménagement autour des puits pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination, qu'il y ait des meilleurs affluents, etc. Donc, on a déjà avancé beaucoup par rapport à ça, mais il y a des municipalités de la MRC qu'eux, ils ont un peu moins avancé dans ces dossiers-là. Donc, Adapto, c'est un organisme qui est là pour les aider puis à monter ça aussi. Et dans la même ordre d'idée, on donne un appui là, dans le fond, à Adapto aussi, de notre côté, pour aider aussi les autres municipalités de la MRC. Donc, ça ressemble un peu à ça, le projet. Donc, appui projet Adapto potable, entendu que les sources d'eau potable sont vulnérables aux impacts des changements climatiques et que leur protection nécessite des efforts concertés en matière de planification, d'aménagement et de sensibilisation. Entendu que l'organisme de bassin versant CAPSA a obtenu du financement pour le projet Adapto potable, qui vise à renforcer les capacités d'adaptation des municipalités à ces enjeux. Entendu que la mise à jour obligatoire de l'analyse de vulnérabilité de la source d'eau potable de la municipalité prévue d'ici 2030 devrait intégrer les impacts de changement climatique. Il est proposé par Victorin Godin et résolu que ce conseil reconnaît l'importance de la collaboration municipale pour les protections des sources d'eau potable souterraines dans un contexte de changement climatique, que ce conseil s'engage à participer activement au comité de direction régional lié au projet Adapto potable mis en place par l'OV-CAPSA, que ce conseil s'engage à mettre à disposition des données pertinentes en sa possession afin de soutenir la modélisation de la recharge future des aquifères, adopté à l'unanimité pour les membres du conseil présent. Donc, pour la suite, nous allons faire la nomination des élus sur les comités, sur les différents comités. Donc, on commence avec la région, la régie régionale, mais on les continue, on les clenche un après l'autre de cette façon. Donc, nomination d'un élu sur le comité de régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf. Il est proposé par Henry Jensen et résolu que ce conseil nomme M. le conseiller Sylvain Bourgoin sur le comité de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Prochaine nomination, la nomination d'un élu sur le comité de Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf, le membre substitut, donc le remplaçant. Il est proposé par Claude Roy et résolu que ce conseil nomme le conseiller Claude Roy sur le comité de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf comme substitut. Adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Prochaine nomination,
Nomination d'un élu sur le comité de régie porte-neuvoise de protection incendie, membre substitut remplaçant. Il est proposé par Monsieur le conseiller Jacques Jackson et résolu que ce conseil nomme Monsieur le conseiller Jacques Jackson comme membre substitut de la régie, sur le comité de la régie porte-neuvoise de protection d'incendie REPI et adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Par la suite, nous allons suivre un tableau, c'est plusieurs postes là, qui sont tout affichés un après l'autre, donc on va les faire un à un. Nomination des élus sur les comités suivants. Il est proposé par M. Jacques Jackson et résolu que ce conseil adopte la nomination suivante pour les différents comités. Donc, pour la nomination du maire suppléant, M. Sylvain Bourgoin. Nomination du comité consultatif d'urbanisme, nous avons 2 postes, donc M. Victorin Godin et M. Claude Roy. Sur le comité de la politique familiale, M. Danny Perron. Comité de la bibliothèque, M. Victorin Godin. Table de concertation des aînés de Portneuf, M. Sylvain Bourgoin. Comité du régime complémentaire de retraite des employés, M. Sylvain Bourgoin. Office municipal d'habitation du Grand Portneuf, OMHGP, M. Henri Jensen. La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, la CBJC, M. Danny Perron. Le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé, M. Henri Jensen. Le Comité du club de ski de fond, M. Henri Jensen. Le Comité du parc linéaire de la rivière Jacques-Cartier, M. Danny Perron. La table de concertation régionale de l'estuaire fluvial, TCRF, M. Tommy Lefebvre. Adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Nous allons suivre par la suite l'octroi des contrats des travaux de forage pour construire un branchement d'égout sanitaire visant à desservir le lot 6 294 221 du cadastre du Québec pour un projet résidentiel terrain voisin du manoir de Cap-Santé. Donc, pour faire un récapitulatif de ce projet-là, après le manoir de Cap-Santé, le RPA, il y a un terrain que la ville était propriétaire et a été racheté par un promoteur. Donc, celui-ci faisait la demande, dans le fond, de raccordement pour avoir accès à l'aqueduc et aux égouts. Donc, cet octroi-là, c'est pour pouvoir faire les travaux là, de réflexion et de préparation là, pour l'eau potable et les égouts. Donc, il est entendu que la résolution 25-07-166 confirmait la vente des lots 6 294 221 et 4 538 626 aux compagnies ISG, Investissement stratégique Giguère et de gestion EGSA. Entendu que les conditions de vente, dans les conditions de vente, il y a construction d'un branchement au service d'égout sanitaire. Entendu que des demandes de prix réalisées conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. Entendu que les propositions suivantes reçues, nous avons reçu Tetson au montant de 67 774,91. Nous n'avons pas eu de dépôt de forage 3D et une proposition incomplète de NELA. Donc, il est proposé par M. Jacques Jackson et résolu que ce conseil octroie un contrat de construction à l'entreprise Tetson pour un branchement en forage visant à desservir le lot 6 294 221 du cadastre du Québec pour un projet résidentiel pour une dépense maximale de 67 774,91 plus les taxes applicables et que cette dépense soit financée par le budget de fonctionnement et donc par les revenus de la vente du terrain. Adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Prochain octroi de contrat, les travaux de construction pour le bouclage de l'aqueduc de les rues Normand et Gauthier. Donc, en fait, sur le développement Normand-Gauthier, les boucles, ils tombent en ligne morte. Ce que ça fait, c'est qu'il y a des dépôts ferreux et l'eau potable devient noire, noircier, etc. Donc, pour pallier à ce problème-là, on fait un bouclage de l'eau, ce qui va permettre une circulation continue de l'eau et diminuer, dans le fond, les problèmes de qualité d'eau et que l'eau vienne noire, etc. Donc, voici ce
qu'est-ce que l'octroi de ce contrat donne. Donc, entendu un appel d'offres réalisé via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, le tout conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur, entendu que les propositions suivantes reçues, nous avons eu Rochette Excavation au montant de 230 347 $, de Construction Pavage Port-Neuf de 274 959,20 $, Excavation dit Desjaudoins de 246 669 $, La Fontaine Excavation pour 342 450,11 $, et Allen pour 344 000 $. Donc, il est proposé par M. Danny Perron et résolu que ce conseil octroie un contrat de construction à l'entreprise Rochette Excavation pour les travaux de construction d'une conduite d'aqueduc visant à boucler le réseau existant dans la rue Normand et Gauthier et qu'une dépense maximale de 230 347 $ plus les taxes applicables soit autorisée et financée par le programme d'aide financière de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Adopté à l'unanimité par les membres du Conseil présent. Prochain acte de contrat. Service d'entretien des systèmes de ventilation de l'hôtel de ville de la Maison de Génération. Ce n'est pas un gros contrat en soi, mais dans le fond, c'est qu'on donne à une firme l'entretien de tout ce qui est la ventilation, les poussières qui s'accumulent, etc., les filtres à air, autant pour la Maison de Génération que pour l'hôtel de ville. C'est un contrat de 3 ans que nous avons à renouveler. Dans le fond, c'était 22, 23, 24 et maintenant nous avons 25, 26 et 27. Donc, entendu qu'une offre de service de l'entreprise Régulvar pour les années 25, 26 et 27 pour les services d'entretien des systèmes de ventilation de l'hôtel de ville et de la Maison de Génération, il est proposé par M. Claude Roy et résolu que ce conseil octroie un contrat de service d'entretien des systèmes de ventilation de l'hôtel de ville et de la Maison de Génération pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 pour une dépense maximale de 23 670 $ plus les taxes applicables et autorise le directeur général adjoint, M. Mathieu Roberge, à signer le dit contrat de service. Adopté à l'unanimité par les membres du Conseil. Prochain octroi du contrat, c'est une visite d'expertise aux étangs aérés. Les étangs aérés, c'est en fait les égouts. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'une fois que ça sort de tous les sanitaires, ça s'en va dans des étangs. Ces étangs-là propulsent de l'air dedans et les bactéries qui sont créées par rapport à ça, ils mangent toutes les matières organiques. Ils se ramassent avec des boues. Et l'an passé, ça nous a coûté près de 400 000 $ pour engager une firme indépendante pour ramasser ces boues-là, puis après ça, les revaloriser dans des fermes, etc. Nous avons eu la visite d'une compagnie qui nous proposait de faire notre propre système de dégrillage. Ce système-là permettrait que nous-mêmes, au lieu de louer une compagnie, faire venir une compagnie en sous-traitance pour faire ces traitements-là, c'est nous qui pourrions, à l'interne, faire ces propres traitements-là. Et il nous parlait d'un projet dans les alentours entre 60 et 90 000 $ au lieu de 400 000. Donc, on voit qu'il y a une belle opportunité ici pour pouvoir faire ce projet-là. Donc, nous voulons mandater, dans le fond, une firme pour faire une expertise sur les étangs aérés, pour voir le projet est-il viable, comment il va coûter, etc., pour voir si on est capable de faire des économies à la municipalité avec le traitement des boues. Donc, entendu que, malgré des travaux importants de vidange des boues ont été effectués en 2024, la capacité de traitement des étangs aérés est pratiquement saturée. Entendu que, dans la prévision d'accueillir de nouveaux projets et de développement, ce conseil doit analyser les pistes de solutions dans le but d'optimiser les performances des étangs aérés. Entendu qu'une des solutions analysées serait la conception d'un équipement de vidange adapté à nos besoins. Entendu que, pour envisager la conception d'un équipement, il est nécessaire de procéder à une visite d'expertise. Il est proposé par Harry Jensen que ce conseil octroie un contrat à l'entreprise Gaétan-Bolduc et Associés, Inc., afin de procéder à une visite d'expertise aux étangs aérés pour une dépense maximale de 1 895 $ plus les taxes applicables et finance cette dépense à même les surplus non affectés. Adopté à l'unanimité par les membres du Conseil présent. Autorisation de paiement de facture de la firme Mallette.
Il est entendu que la résolution 230352 octroyait un contrat de service à la firme Mallette pour l'audit des états financiers, les outils qui ont été aussi présentés aujourd'hui, des années 2022, 23 et 24 pour une somme maximale de 212 343,32. Entendu que le montant autorisé par la résolution 230352 est pratiquement épuisé dû à des travaux complémentaires réalisés depuis le début des mandats, il est proposé par M. Danny Perron et résolu que ce conseil autorise le paiement de la facture F1-003-666-90 à la firme Mallette au montant de 13 910 plus les taxes applicables et finance cette dépense à même le budget de fonctionnement. Adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Pour faire suite au prochain article, nous avons une demande d'aide financière du club de ski de Fonds de Cap Santé. Le club de ski de Cap Santé, l'année passée, se sont servis d'une motoneige qui a été prêtée par un bénévole sur les terrains, etc. Il y a eu des bris. Donc, cette année, ils ont fait l'acquisition d'une nouvelle motoneige et ils nous demandent, en fait, de faire le remboursement des taxes. C'est seulement les remboursements des taxes pour la motoneige. Donc, entendu une demande d'aide financière exceptionnelle du club de ski de Fonds de Cap Santé. Le tout en lien avec l'acquisition d'une nouvelle motoneige, équipement qui s'avère essentiel pour l'entretien des pistes. Entendu que la demande d'aide financière du club de ski de Fonds de Quartier Santé n'était pas planifiée dans le budget de l'exercice financier de l'année 2025, mais que la somme de 2 246,25 est disponible dans les surplus non affectés. Il est proposé par M. Henry Jensen que ce conseil autorise le versement d'une aide financière exceptionnelle au club de ski de Fonds Quartier Santé pour un montant de 2 246,25 et finance cette dépense à même les surplus non affectés. Adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. L'adoption du budget révisé de l'OMHGP. Il est proposé par M. Henry Jensen est résolu que ce conseil adopte le budget révisé du 31 juillet 2025 et du novembre 2025 de l'OMHGP pour l'organisme 003909, l'ensemble mobilier numéro 2298, prévoyant des revenus de 67 829 et des dépenses de 124 811, annonçant ainsi un déficit de 56 982 et impliquant une participation financière municipale de 5 698 $, adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Nous allons par la suite aller avec l'embauche d'opérateurs de déneigement pour l'hiver 2025-2026. Entendu qu'il y a lieu de procéder à l'embauche d'opérateurs de déneigement pour la saison hivernale 2025-2026, il est proposé par M. Danny Perron et résolu que ce conseil autorise l'embauche de M. Michel Noreau, Samuel Turcotte et Clément Fortin au poste d'opérateur pour le déneigement et autorise le directeur général adjoint à signer un contrat de travail précisant les conditions de ce poste occasionnel de statut temporaire. Adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Maintenant, nous allons avec les comptes payés du 3 octobre au 16 novembre 2025 et comptes à payer au 31 octobre 2025. Il est proposé par M. Danny Perron et résolu que ce conseil entérine les comptes payés du 3 octobre au 16 novembre 2025 pour un montant de 537 673,93 $, que ce conseil entérine les comptes à payer au 31 octobre 2025 pour un montant de 127 431,62 $, adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Certificat de disponibilité de crédit. Je sous-signé certifie par la présente qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour les fins pour lesquelles les dépenses ci-avant ont été autorisées. Madame Nancy Roy, c'est votre parti, ça, je crois? Oui, je l'ai certifié. Parfait, merci. Donc, nous pouvons maintenant lever la séance ordinaire. Il est proposé par... Je le fais après.
Ben, je peux la faire. Oui, on peut faire la période de questions tout de suite. Oui, effectivement, oui, on va l'ajouter à l'ordre. Donc, si vous avez des questions avant qu'on lève la séance, vous avez juste à aller au lutrin pour pouvoir poser votre question. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Dans le fond, c'est pour avoir un peu plus d'éclaircissement concernant la visite d'expertise où c'était arrivé. Oui. Étant donné qu'on a quand même payé au-dessus de 300 000 l'an passé. Puis, ouais, le TMD, est-ce que c'est par prévention ou... parce que je pensais que le 300 000 était à vous pour 3-4 ans. Non, c'est vraiment été pour le vidage d'une des fosses du système d'aération. En fait, c'est vraiment ils sont venus, c'est une compagnie consultante qui est venue avec des grosses pompes, là, des gros vacuums portatifs, qui ont venu tout ramasser le fond. Ils ont vidé les eaux, ils ont vidé les fonds, ils ont ramassé les bouts, puis ils se sont débarrassés des bouts. Donc, c'est pour ce montant-là. Mais on utilise vraiment en gros là, du fait qu'on a du pluvial qui vient vider dans l'eau. Il y a du sable, il y a du sel, il y a plein d'autres détritus qui viennent. Il y a aussi tous les égouts normaux des citoyens. Donc, tout ce système-là vient vraiment remplir rapidement les bassins en bout. Donc, le projet en soi, c'est vraiment de dire, OK, parfait, là, au lieu de refaire venir encore une entreprise la prochaine année ou dans 2 ans, bien, on vient d'abord dire, est-ce qu'on peut nous-mêmes le faire? Est-ce qu'on peut créer un système? Parce que ces systèmes-là portatifs existent déjà. Il y a des compagnies qui l'ont déjà fait. Donc, avec l'expertise, ça va nous permettre de conclure que oui, on peut utiliser ce système-là, donc diminuer les coûts. Donc, c'est un peu le but du projet. OK, mais est-ce qu'il va y avoir vidange de ces fosses-là éventuellement? Oui, on n'aura pas le choix. Là. Ça va venir dans les prochaines années. Là. C'est pour ça qu'on veut faire une expertise avant pour pouvoir faire ce projet-là, si c'est viable, pour ne pas avoir à réengager la même firme et pouvoir nous-mêmes gérer là, les bouts à l'interne avec la municipalité. OK, merci. Bienvenue. Bonjour, Guy Frenette, 38 de la Ronde. Concernant le terrain voisin du manoir, Oui. qui avait été acheté par la municipalité, Oui. c'était dans quel but à ce moment-là? Au départ, ce projet-là était pour relier, dans le fond, le développement Gautier. Puis finalement, on s'est rendu compte que la pente, c'était vraiment très pentu par rapport le déplacement qu'on avait avec la 138, ce qui faisait que ça augmentait énormément les coûts de réalisation qui venaient... c'était pas viable, là, ce projet-là, en fait. Est-ce qu'il y avait un volet légal à faire une deuxième sortie pour le développement Gautier, ou si ce qui existe actuellement est correct là, au point de vue sécurité? Pour le développement de la rue Gautier, exactement le développement, je ne sais pas. Je n'étais pas encore en poste dans ce temps-là quand la décision, le pourquoi qu'on a acheté le terrain. Je pourrais valider, m'assurer exact là, si on a s'il y a vraiment un concern là, par rapport à ça. Tu sais, s'il arrive une inondation, oui. Non, effectivement, je comprends que... Non, mais, mettons, un feu de broussailles, on entend parler beaucoup, là, puis que tout le monde veut sortir en même temps, là. Oui. Non, effectivement, ça... Un gros feu. Il y a du bois tout le tour. Non, mais je voulais savoir pourquoi, à ce moment-là, on avait revendu le terrain, parce qu'on considérait que c'était pas applicable, c'est ça? Non, c'est vraiment pas parce que c'était pas applicable, c'est parce que les coûts de dynamitage, les coûts de forage, etc., là, ça venait dans plusieurs millions là, pour réaliser le projet. Donc, on s'est dit que c'est à l'envergure de la municipalité, un projet aussi d'envergure comme ça, il y avait des projets plus pertinents, là, comme l'eau potable, etc. Là. Donc, merci. Bienvenue. José Calderón, 68 Nelson. J'ai une question, Monsieur le maire, c'est pour l'approbation des dépenses du programme d'aide financière PPACE. Est-ce qu'il y a des routes qui sont ciblées maintenant ou pas encore? S'il y a des routes ciblées ou pas encore? Oui, en fait, nous avons fait faire une étude par WSP. Et, il y a 3 rues là, on a vu le rapport là, juste avant que vous arriviez. C'est tout frais, là, le rapport. Puis ça parlait, dans le fond, de Saint-François-Ouest, Saint-François-Est et Saint-Philippe. OK. Ils sont ciblés par rapport à quoi? Ça veut dire qu'il y a une priorité pour quelques routes ou pourquoi? C'est eux qu'on va aller de l'avant, premièrement, pour aller faire un devis de fabrication, de réalisation de projet. C'est le devis? C'est le devis. Ah, OK. Exactement. Pour 2026, ça serait vraiment le devis par rapport à la réflexion de ça. Nous avons eu plusieurs options, là, soit de
la réfection complète, soit juste un resurfaçage, puis voir avec les coûts la durée de vie. Là. Chacun, il y en a que c'est 25 ans, il y en a que c'est 15 ans, il y en a que c'est 8 ans. Donc là, on vient juste d'avoir le rapport là, cet après-midi. Donc, on va regarder ensemble les élus pour voir la meilleure solution là, pour aller de l'avant par rapport à ça après pour le devis là, de réalisation pour 2026. Ok. Y après, ça sera l'étude pour voir si on va y aller avec ces réflexions ou pas. C'est plus de, une fois qu'on va avoir le devis et qu'on va avoir les coûts généraux finaux, etc., de voir la capacité avec les fonds de la municipalité pour voir est-ce qu'on donne en fin 2026 la réflexion d'une partie en fonction. Parce qu'en fait, pourquoi on a fait ça un peu, c'est de voir, OK, le Saint-François-Ouest, Saint-François-Est, c'est laquelle qui a plus de gens qui passent dessus. Donc, ça va être elle qui va sûrement prioriser en premier. Puis par la suite, de voir là, avec le flux de trésorerie puis le moyen là, des subventions qu'on peut avoir là, par le PAVL pour voir quel qu'on priorise en premier. Ça veut dire qu'il est en partie que c'est la ville qui va payer ça. Oui, à date, ce qu'on a sur c'est pas coulé dans le béton, mais ce qu'on a vu dans le rapport, là, le PAVL est capable d'aller présentement. Ça ne veut pas dire qu'en 2025, en 2026 et en 2027, c'est encore le cas, mais présentement, on aurait accès à 70 de subventions par le PAVL. Fait qu'il y aurait un 30 que ce serait nous parce qui que je pose la paierait. question parce que dans la rue Nelson, que c'est mon quartier, Ouais. mais il y a quelques parties qui c'est totalement magané, mais c'est pour vérifier pourquoi vous avez ciblé Saint-François, pardon. Saint-François Est, Saint-François Ouest, ou Terrebonne, je ne sais pas quoi. Le développement, en fait, la demande d'études par WSP a été faite dans l'ancien conseil. Donc, c'est pas nous là, qui a pris les décisions, c'est vraiment le conseil là, précédent qui avait fait la demande à WSP pour ces 3 rues-là. Ok, Donc, pour ces 3 rues, ça veut dire qu'après ça, c'est vous, le nouveau conseil, qui va prendre la décision si ça sera Saint-François-Ouest ou Terrebonne. Exact. Ou si c'est des autres rues à la ville. C'est en plein ça, exact. On pourrait peut-être en venir à une conclusion qu'on dise on fait cette année, je donne des dates, mais prenez pas ça pour du cash, là, mais on pourrait dire cette année on fait Saint-François-Est, on fait Nelson et la rue de Lens, parce que la rue de Lens aussi, il y a un peu de travail à faire là-dessus. Mais ça va être à se concerter et à regarder ensemble là, en fonction des budgets puis en fonction de qu'est-ce que les subventions aussi peuvent nous donner. Mais c'est un peu notre vision là, qu'on a présentement. On veut vraiment aller voir là, l'état et la quantité de citoyens qui passent sur chacune de ces rues-là pour voir le plus-value de faire la réflexion d'une ou d'un autre représentant. Parfait, merci. Et le maire, l'autre question, c'est concernant le point 9 et les travaux de forage pour les goûts sanitaires. Est-ce que les branchements, ça sera fait à partir de la route 138, on va traverser la 138, qu'est-ce qu'on va faire finalement? Pour le 60 000, on continue du même côté. C'est vraiment une continuité là, du circuit. Là. On ne va pas en façade aller chercher. Je pense que ça sortait sur le vieux chemin. Oui. Bon, mais il y a eu discussion de ça, mais finalement, sur le plan qu'on avait déposé, c'est vraiment une continuité sur la 138. Parce qu'il y a un enjeu avec le ministère de l'Environnement pour traverser les petits ruisseaux, les cours d'eau, la courage, je pense, mais c'est été vérifié ça? Et je pourrais pas je vais le prendre en note pour m'assurer. L'ajout. Vous me parlez de l'ajout du MTQ? L'enjeu du ministère de l'Environnement, parce que OK. si c'est pour la 138, on va traverser les petits cours d'eau qui c'est proche du terrain. OK. C'est par rapport à ma question à ça, si a été vérifié, si pas. Mais, parce que finalement, l'année passée, on a parlé de traverser la 138, et l'ancien conseil a parlé de traverser la 138 peut-être pour vérifier la possibilité de se brancher sur les vieux chemins, mais je ne me rappelle pas de ce sujet-là. OK. Mais je vais revalider pour être certain que c'est ça, mais je pense qu'il y avait eu une demande de ne pas faire ça, là, finalement, par la série du vieux chemin. Là. Donc, je pense vraiment que c'est une continuité de la rue de la 138 là, qui est envisagée. Et les branchements de l'eau potable, c'est déjà fait? Non, c'est pour faire ça. En fait, le forage... Ici, goût sanitaire ici, c'est Oui. pas de l'eau potable? C'est les deux. Branchement de goût sanitaire ici. C'est mallette. Si, j'essaie de retrouver. Là. Parce que dans le règlement de la ville, mais pour développer un terrain, il faut avoir les deux services. C'est une obligation, je pense. Je ne sais pas si on sa propre prise d'eau. Il faudrait que je revalide là.
ça se pourrait qu'il se branche sur le manoir, ouais. On va valider cette partie-là pour la partie aqueduc. Juste s'assurer que... Merci beaucoup. Denis? Bonjour, Louis Gilbert, 22 rue Richard. Je suis vraiment content de voir l'appui à la Fondation Rivière. Cap-Santé, c'est une ville riveraine. Donc c'est important de développer cet accès-là, mais au-delà des appuis, je pense que ça prend des actions concrètes pour ce genre de projet-là. Dans la Fondation Rivière, j'imagine que le fleuve est inclus dans les cours d'eau qu'on doit rendre accessible. C'est vraiment tout ce qui est berge. Donc le fleuve est inclus. Tout, ouais, exactement. Il y a été question, il y a le terrain de la maison qui a brûlé juste à côté du quai à Cap-Santé. Oui. Il y avait été question, il y avait eu un sondage il y a quelques temps à savoir si la population est intéressée par l'achat de ce terrain-là pour garantir un accès à la plage, parce que l'eau se rend jusque dans le fond de l'eau. Oui. Ce qui fait que si c'est un privé qui l'achète, on risque de perdre accès à la plage de Cap-Santé. Est-ce que la Ville a des ambitions sur le terrain? Bien, présentement, on a eu un sondage. Là. Le sondage est sorti. On pourra peut-être le mettre... je vais regarder là, avec l'administration pour voir si on ne met pas les résultats. Là, ça a sorti là, récemment. Là. Si on ne met pas les résultats disponibles là, sur la Ville de Cap-Santé et ou Facebook. Oui, Danny, tu veux parler? Je pense que par souci de transparence, on devrait mettre des résultats effectivement sur le site de la Ville. Donc, grosso modo, c'est ça. Là, on va mettre le retour là, par rapport au sondage. C'était quoi les résultats? Il y a 328 personnes qui ont répondu. Après ça, je 328? 328, oui. Félicitations pour la précision. Non, mais je me rappelle de ce chiffre-là. Je me rappelle, parce qu'il y a eu comme être très intéressé, peu intéressé, etc. Là, je ne me rappelle pas des chiffres exactement. J'ai vraiment le chiffre dans la forme, là, la façon que c'est fait avec Microsoft, le 328, il revient à chacune des pages. Fait que c'est facile de s'en rappeler. Là. Mais pour les autres des chiffres, je n'ai pas à ma mémoire le retour là, sur ça. Oui, Danny? Je peux me permettre, je l'avais noté. OK. 59% des voix sont pour. Je pense que la plage de Cap-Santé est majeure dans le paysage de la ville. Là, je pense que c'est important de garantir cet accès-là pour la pérennité. Oui. C'est un patrimoine intéressant. Par ailleurs, il y a combien de places de stationnement au quai? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Peut-être une douzaine. Il y en a plus à la place de l'Église. Je ne Oui. sais pas si on pourrait penser à une façon de passer de la place de l'Église vers le quai, par exemple, en escalier ou quelque chose. Ça arrivera pas de... je vous le dis tout de suite, ça arrivera pas de mes 4 ans qu'il y ait un escalier panoramique à 1 million ici. Je vous le dis tout de suite. Non, mais si on récupère les fonds qui ont été utilisés pour défendre l'ancienne conseillère, qui sont autour de 80 000 $, c'est le même prix qu'allait coûter l'escalier avec les subventions qui allaient être obtenues du bureau de la capitale nationale. Ça pourrait être par une rapport voie à l'escalier, je n'irai pas plus loin. Je vous remercie. Concernant le sondage pour Oui. la petite maison là, sur le bord du fleuve, c'est quoi les questions qui ont été posées? Oui, on est en faveur ou pas en faveur? Excusez. Bon. Concernant la maison là, sur le bord du fleuve, là, Oui. c'est quoi les questions qui ont été posées dans le sondage? Est-ce que les gens étaient au courant qu'ils demandaient 220 000 pour ce petit bout de terrain-là? Ou est-ce que c'est des informations comme ça qui ont été données? Ouais. Non. Grosso modo, les questions qui étaient posées, c'est si on était intéressé ou pas à faire l'acquisition à la municipalité. C'est sûr qu'avant de dire on achète un terrain, il faut voir le projet qu'on va faire, puis le coût que ça va impacter la municipalité. Une fois qu'on aura plusieurs projets ou un projet en tête, on le présentera aux citoyens, puis ce sera le citoyen qui décidera si on va de l'avant ou pas. Mais c'est sûr que si j'arrive, je vous dis, on a un beau projet, mais ça coûte 3,6 millions. C'est pas vrai, là, c'est pas ça, on n'est pas là. C'est juste vous donner une idée. Il n'y a personne qui va être d'accord avec ça. Okay. Il faut trouver un projet intéressant, que chacun des citoyens en trouve son compte là-dedans. Puis si c'est bon, on ira de l'avant avec ce projet-là. Donc, il va y avoir d'autres étapes là, avant d'aller. Oui, on n'achètera pas un terrain comme ça sans avoir idée de ce qu'on va faire avec.
OK, merci. Puis, Mario, il a dit achète-les. Moi, j'aimerais prendre la parole. C'est plus une crainte, en fait, pour les prochaines années. Oui. J'aimerais vous en faire part, justement, pour que vous soyez, que vous fassiez attention, dans Oui. le fond, à les craintes que moi et certains citoyens partageons. Merveilleux, Pour les merci. prochaines années. Autant de des questions, des commentaires, même chose, là, c'est super pertinent. Je vous encourage à les faire. C'est très opportun. Je suis ici aujourd'hui pour exprimer le ressenti d'une partie de la population de Cap-Santé. J'ai choisi d'être la porte-parole de ces citoyens car je suis bien placée pour partager ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ressentent. Je suis la conjointe de Danny Perron, aujourd'hui conseiller du district numéro 2, auparavant du district numéro 6. Depuis plus de 3 ans, je ne reconnais plus ma ville. J'ai vu une partie de notre communauté se nourrir de mensonges, de médisances et de demi-vérités. Tout ça propagé sur un groupe Facebook et par des personnes qui prétendaient dire la vérité. De révéler au grand jour ce que la ville cachait, tout ça, bien entendu, selon eux. Mais ce n'était pas un complément d'information, c'était du carburant. Un carburant destiné à attiser la colère de la population. On sélectionnait, on déformait juste assez pour provoquer la réaction des gens et créer une haine viscérale sur une partie bien ciblée de l'équipe en place. Pourtant, ils auraient pu mettre un frein à tout cela. Ils détenaient la vérité sur bien des sujets, mais ils ont choisi le silence. Un silence qui a contribué à alimenter la méfiance plutôt qu'à informer, calmer et apaiser la population. J'ai voulu comprendre. Je suis remontée au premier jour de la création de cette page. J'ai tout lu, chaque post, chaque commentaire. Ce que j'y ai lu m'a coupé le souffle. Des insultes, des jugements atroces, des attaques personnelles qui, à l'occasion, causaient un dérapage si violent qu'on frôlait la menace de mort. Quelle puissance vous vous accordiez. Vous n'aviez aucune retenue cachée derrière vos écrans. Derrière chaque commentaire, je voyais le visage d'un voisin, d'un citoyen, de collègues. Je vois plusieurs de ces personnes ici ce soir. Je pense qu'on a le droit de s'exprimer, mais encore faut-il savoir comment le faire. Et ce que j'ai vu était tout simplement inapproprié. Le pire dans tout ça, c'est le nombre de gens qui ont embarqué là-dedans, sans jamais se demander si tout était vrai. Parce que c'était plus facile de croire une publication que de demander aux bonnes personnes. C'était plus facile d'être fâché que renseigné. Vos taxes avaient augmenté, ça semblait suffire pour tout excuser. Vous aviez le droit d'être en colère, mais pas aussi méprisant. La colère est devenue une habitude, une routine. Elle est devenue acceptable, presque normale. Pendant plus de 3 ans, j'ai eu une autre vision de cette colère. J'ai vu un père rentrer à la maison, ébranlé après certaines séances ou assemblées. Ses enfants lui demandaient « Pourquoi as-tu l'air aussi triste? » Comment leur expliquer que des adultes l'avaient traité avec une violence qui n'avait pas sa place? Comment leur dire que certaines personnes de leur propre communauté avaient crié, humilié, presque déshumanisé leur père? Ils ne pouvaient pas. Alors ils disaient tout simplement « Je suis fatigué, mes amours ». Au cours des années, j'ai vu ses épaules s'affaisser, ce regard se vider. J'ai vu la blessure laissée par la méchanceté gratuite des gens. On entendait comme excuse encore et encore, ben là, les taxes ont monté, comme si cela justifiait tout et excusait tout. J'ai vu un homme travailler d'arrache-pied pour vos intérêts et qui, en retour, recevait en bon québécois un char de marde semaine après semaine. Ce n'était jamais correct. On revenait toujours sur les mêmes propos. La facilité d'accès à l'information véhiculée sur cette page et par certains citoyens vous suffisait. Très peu d'entre vous l'ont contacté directement, une dizaine en 4 ans. Et pourtant, ceux qui l'ont fait ont trouvé des réponses. Des actions concrètes ont été entreprises par cet homme qui, malgré toute la haine que vous aviez contre lui, vous a écouté et agi pour votre bien. Quand mon conjoint m'a annoncé qu'il voulait se représenter, je lui ai dit « Après tout ça, tu veux vraiment recommencer? » Il m'a répondu avec une étincelle dans les yeux que je n'avais pas vue depuis longtemps. Et il m'a dit « On est une équipe incroyable, des projets plein la tête, ça va être malade pour l'avenir de Cap-Santé. »
Cette conviction profonde, elle m'a transpercée. Elle était vraie et venait du fond du cœur. Sans vengeance ni orgueil, il a laissé derrière lui tout ce qui s'était passé durant son premier mandat. Ses paroles étaient uniquement portées par l'amour de sa ville, un amour qui construit, qui rassemble et qui élève toute une communauté. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter ce désir, de continuer, parce qu'il le faisait pour les bonnes raisons. J'ai vu une équipe s'épauler, une équipe diversifiée, humaine, respectueuse. Ils ont mené une campagne authentique et positive appuyée par un plan clair, structuré et une page Facebook où ils partageaient de l'information pour démystifier et renseigner les citoyens sur la politique municipale. Ils ont tout donné et surtout, ils l'ont fait proprement. Je me disais, voilà la force que notre ville a besoin pour bâtir l'avenir de Cap-Santé. Malheureusement, la haine est reprise sur Facebook, mais aussi en personne lors de leur porte-à-porte. Des pancartes détruites, vandalisées, arrachées, des portes claquées au nez, des mots qui blessent hurlés dans la rue, des regards méprisants, des paroles racistes et sexistes dites par quelques personnes ici présentes. Je ne pouvais pas croire que ce genre de propos était encore accepté en 2025. Tout ça parce qu'on vous a fait croire pendant plus de 3 ans que c'était correct d'être en colère et méprisant envers eux. Malgré tout, ils ont continué. Ils se sont réunis après chaque journée mouvementée pour rire et s'encourager. Ils ont choisi de s'accrocher à ceux qui voulaient construire plutôt que détruire. Pendant que certains s'acharnaient à diviser et à démolir cette belle équipe, eux se battaient pour vous, s'unir et bâtir votre avenir. Ils ont été épaulés par des citoyens. Certains parmi eux avaient été entraînés dans la tempête, mais ont choisi d'en sortir, d'écouter, d'aller au-delà des propos avancés durant ces années. Ils ont décidé de passer à autre chose. Ces gens-là ont tout fait la différence pour eux et je les remercie. Aujourd'hui, Cap-Santé est blessé. Cap-Santé vient de vivre une élection municipale intense, un conseil presque entièrement renouvelé, un changement massif, mais pour la première fois en 15 ans, je crains pour ma ville. J'ai peur de ce qu'on va devenir. Je crains pour ma ville, car lorsqu'on cherche à diriger pour régler des comptes plutôt que construire un avenir, ce n'est jamais la communauté qui en sort gagnante. Une victoire électorale ne transforme personne en modèle. Ce sont les valeurs qu'on porte réellement au fond de nous, comme l'intégrité, l'honnêteté et le respect des autres. Des valeurs que trop de gens ont sacrifiées pour la facilité, la colère ou le gain politique. Mais au milieu de tout ça, je regarde un espoir. J'espère qu'un jour, certaines vérités remonteront à la surface et que vous les écouterez, et que les voix des véritables amoureux de Cap-Santé, ceux qui veulent bâtir plutôt que de détruire, reprendra toute sa place, parce que Cap-Santé n'est ni la haine ni le poison qu'on a tenté de lui imposer. Cap-Santé, c'est une communauté fière, forte et unie. Et pour ceux qui seraient tentés de me dire que mes paroles sont teintées par le résultat d'une élection, détrompez-vous. L'émotion que vous entendez n'est pas celle de la défaite, c'est celle d'une femme, d'une mère, avec sa famille et ses amis, a traversé des moments difficiles, parfois injustes, et qui refuse que cela se reproduise, qui refuse de faire semblant que tout cela n'a pas laissé de traces. Et pour finir, si jamais vos paroles n'apportent rien de constructif, vous pouvez vous taire, car dans ce cas précis, le silence sera enfin utile et tout le monde y gagnera. Seconde. Je voudrais vous remercier pour votre mot. Ça vient du fond du cœur et on le ressent. Le but, ici au Conseil, même si on a tous été élus, c'est quand même aussi d'avoir dans notre cœur la municipalité, les besoins des citoyens, puis une vision pour le futur. Donc, c'est dans cette même vision-là que chacun de nous ici va travailler pour les prochains 4 ans pour s'assurer que la municipalité se porte bien et qu'elle a des projets d'avenir. Donc, merci. Moi, je l'ai apporté faire du pouce sur ce que Karine a dit. En fait, c'est que moi, je sais qu'il y a des gens qui ont eu
des menaces parce qu'ils venaient poser des questions. C'est inacceptable. Tout à fait. Ça n'a pas de raison. Là. C'est inacceptable, puis des menaces, c'est facile à retrouver. N'importe quel téléphone à cette heure, on peut retrouver les filtrés téléphones. Puis, il y a des caméras pas mal maintenant dans chaque maison, extérieure, intérieure. Il y a des systèmes d'alarme, il y a des systèmes d'alarme au niveau des véhicules. Il y a des caméras commerciales. Fait que si les gens veulent faire quelque chose, briser des biens d'autrui, c'est pas la place. Puis moi, je trouve qu'une ville ne doit pas faire du surplace. Parce que pendant que la ville fait du surplace avec certains, bien, en fait, les autres villes se développent. Exact. Puis c'est qui les grands perdants? C'est ceux qui font du surplace, ils ont pris l'arriérage. Fait qu'il faut aller de l'avant, travailler en équipe, puis remettre du même bord. Merci. Bien d'accord. Marie-Léonie, 43 rue Benoît Cap-Santé. Bonsoir à vous. Monsieur le maire, je m'adresse à vous parce que le chef de l'équipe Lefebvre, c'est vous. Je vais parler d'une situation. C'est que le lendemain des élections municipales à Cap-Santé, j'ai été surpris de constater que les pancartes d'Avenir Cap-Santé, l'équipe Lefebvre, avaient été enlevées, prises ou piquées. Puis je trouve ça dommage parce que chaque candidat, c'est lui qui paye ces choses-là. Que c'est un bien d'autrui. Fait que je ne sais pas si vous avez fait une plainte concernant cette infraction-là. Apparemment, c'est une personne de Cap-Santé. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais en tout cas, nous, je pense qu'on a fait une plainte à la police, mais j'espère que vous, si vous n'en peut-être pas rigueur ou vice-versa, si... De mon côté, je ne sentais pas tant rigueur parce que le personnage en question, je ne le connais pas. Il est parti de son propre gré en disant « Les élections sont terminées, ça ne sert plus à rien, je pars avec ça ». Moi, je reçois un numéro. La première entrée en fonction en tant que maire a été un appel de la SQ qui me disait il y a quelqu'un qui a volé des pancartes électorales, puis venez les chercher. Fait que ce que j'ai fait, j'étais allé chercher les pancartes électorales de l'équipe Lefebvre. Et par la suite, j'ai eu donné non-sens parce que la personne en soi est démunie. Là. Clairement, là, c'était pas une personne qui se présenterait à des élections, disons. T'sais. Fait que je me suis dit pourquoi rajouter encore plus, tu sais, il a compris, je pense, qu'il n'y avait pas d'affaire à faire ça. Quand il a vu que la police est rentrée là-dedans, il a comme réalisé encore plus qu'il venait de faire une bourde. Puis je pense, tu sais, il n'y a pas eu de... Tu sais, il n'y a pas d'altercation plus que ça. Tu sais, je vais te donner un indice. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Même nous, on s'est fait interpeller parce qu'on n'avait pas mis les pancartes électorales à la bonne hauteur. Mais tout le monde a le droit à l'erreur. Son but à lui, au départ, n'était pas de voler des pancartes. C'était plus de, bien, ça ne sert plus, les élections sont terminées, je ramasse les choses. C'est sa vision à lui. OK. Je trouve ça quand même respectueux. Parce qu'à la base, même à ma connaissance, c'est que si les candidats, le lendemain ou 2 jours après, enlèvent les pancartes avec leur équipe. Ouais. C'est pas une personne du village qui enlève ça, n'importe quand. Ah ouais. Ou quelqu'un de nommé, là, ça n'a pas besoin. Dans ma rue, là, Ouais. il est encore là, puis je décide de voir la secrétaire. Elle dit, tu n'as pas le droit d'enlever ça, tu n'as pas l'enlever. Mais tu peux la voler, peut-être. Hein? Tu peux la voler, peut-être. Non, vous voulez l'enlever, pareil, OK, il n'y a c'est pas eu bon. de temps. Puis ça a l'air que c'est la personne qui est élue, ben, qui est... C'est ça, monsieur. Hein? En plein ça. C'est ça, hein? Oui, merci, bonne Mario, soirée. Je vais te répondre. Oui. Moi et Henri, c'est nous autres qui avons commencé à enlever les pancartes, nos pancartes. On a été surpris, nous autres mêmes, parce qu'il y en avait qui avaient disparu. Okay? On a fait notre tournée, on a fait, d'un coup, hop, un autre qui est parti, un autre qui est parti. On a fait toute notre ronde là-dessus. Tu sais, nous autres aussi, on a été on aurait été restés surpris. D'ailleurs, par exemple, les pancartes, qu'est-ce qu'on en a fait? Nous autres, on en a fait un don pour le Noël d'antan, parce que les autres les réutilisent. Ça, c'est une chose. Mais nous autres, les premiers, on était surpris. La pancarte a disparu. Tu sais, je te dis. C'est ça. Mais on n'a pas quoi là-dedans. Écoute, ça fait combien d'années, moi, que ça fait 47 ans que je suis à Cap-Santé. Ça fait une quarantaine d'années que je fais du bénévolat ici, puis m'intègre au niveau de la société. Tu penses-tu que j'ai rembarqué ici sur le conseil de ville parce que j'allais me chercher peut-être 1000 pièces par mois? Non, parce que j'aime ma place. Puis je veux que les gens le sachent.
Puis, ben, on s'implique dans là-dedans. Puis ce que les madames ont dit tantôt, là, des méchancetés de même, là, on n'a pas embarqué, en tout cas, pas beaucoup, nous autres, on a embarqué dans ce réseau de cette saleté-là, là, de dire des choses de même, là, pas vrai. On peut embarquer là-dedans, ça, c'est sûr, certain. Je m'excuse, là, mais juste pour dire que Mario, il est là juste pour la question des pancartes. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux vous dire le contexte, OK? C'est ça. On n'en a pas... Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que les pancartes, c'est un bien outil. Il faut que la personne, ça ne savait pas qu'elle le sache. C'est vrai, vous en avez parlé tantôt, mais peut-être que la personne, il y a une personne ici dans le groupe qui Parce que eux aussi s'est engagé aussi à donner à des gens. Ah oui. Fait qu'on voulait les avoir. Nous autres aussi, on les a donnés. Fait que c'est juste pour dire que, bon... Mais monsieur le maire, excuse, monsieur le maire, je voulais juste avoir votre avis là-dessus. Vous l'avez donné. Oui, Bonne exact. soirée, merci. Pour ta pancarte, es-tu encore là? Elle n'a pas été enlevée? Elle est où? ça va te faire. OK, parfait. C'est bon. Je veux juste assurer pour ne pas vous laisser... Ça se fait pas, ça va être un envoyé de la ville. Non, mais ça va être un élu, on va le faire. Est-ce que c'est de... Non, c'est ça, mais c'est-tu équipe Lefebvre? OK, c'est équipe Lefebvre. OK, on va l'enlever. Demain, ça va être réglé. Oui. On sait très bien que s'il y en a, on va les enlever, puis si nous autres nous en reste en mégarde, Ouais. on va faire une tournée, on va les enlever. En plus, on les cite, le Ouais. gars, là, ben, il est 17 à soir. OK. Il était pas oublié de l'enlever. On dit, c'est M. Calderon. Ah, OK. Bon, bon, Il parfait. n'était pas oublié de l'enlever, il va lui demander de l'enlever. Ah oui. S'il ne veut pas l'enlever, ben, c'est un envoyé de la ville, je suppose. Il peut pas. C'est vraiment... Ça va être... C'est comme le premier ami, c'est moi qui les ai, c'est ça. Ouais. Ah, OK, C'est moi. Ah, c'est votre La pancarte. même personne à la photo, c'est moi. Oh, je sais que c'est dans ma vie. Ouais. Donc c'est moi qui les ai. Vous pouvez vérifier la Non, non, photo, mais c'est moi. moi, je ne dois pas aller l'enlever parce que je n'ai pas le droit de l'enlever. Vous êtes à ce moment-là ou à votre Ben, c'est parce qu'elle est oubliée, là. C'est moi, c'est moi. C'est ça. C'est correct, c'est bon. C'est ça que je veux dire. Non, oui, c'est correct. Au moins, le message est passé. On sait qu'il en manquait une place. On va l'équipe à venir de Cap Santé va régler ça. Puis ça aurait été pareil pour ça avait été notre équipe. On l'aurait enlevé. Là. C'est juste parce que des fois, il y en a beaucoup qui sont opposés. Fait qu'on... J'ai vu ce que vous avez dit tantôt. C'est venu me chercher. La transparence, Oui. des conseillers, s'impliquer des conseillers. Exact. Ça fait longtemps, moi, que je veux ça. Ah oui. Les autres qui font ce qu'ils veulent, là, les autres, les tannés dans le faire, ça ne me dérange pas. Oui. Mais vous avez dit, là, regarde, s'il y a un dossier, lui, c'est lui qui s'en occupe. C'est pas le maire, c'est lui qui s'en occupe. Exact. C'est le même que ça Oui, oui. marche. C'est le même que... Là, de 30 ans, ça marchait le même. De 30, 35 ans, ici, ça marchait comme ça. Je pense, en tout cas, je dirais, à vous que je me trompe. Puis, vous savez, ou peut-être vous ne le savez pas, mais une équipe, quand on forme une équipe pour un parti électoral, c'est pas un parti. Il n'y a pas de continuité après que les élections sont faites. Il y a une dissolution automatique de l'équipe. Pourquoi j'amène ce point-là? C'est que vous savez très bien que M. Danny Perron, il était à Avenir Cap Santé, mais on va travailler avec. On est ici pour que chacun des conseillers travaille ensemble pour améliorer ce qui se passe à la municipalité. On ne va pas commencer à faire des partis pris ou quoi que ce soit. Danny arrive avec une idée, mais ça coche avec un projet bien monté. Là, on va être tout oui, puis on va donner go à ce projet-là. Si ça a vraiment une plus-value à la municipalité, on est ensemble ici, pas en parti, pas en équipe. Les équipes, c'est fini. C'est les municipalités, le citoyen, c'est eux qu'il faut représenter, puis c'est avec eux autres qu'on veut travailler. Donc, D'ailleurs, c'est que le nouveau conseil, moi, la dernière réunion que j'ai assistée, c'était au mois de février l'année passée. Et quand je me suis levée, j'ai passé devant M. Michel et je lui ai dit, moi, je n'en peux plus du chiolage. Je n'en peux plus. Et j'ai arrêté de venir. Puis, j'ai mon dada, ici à Cap Santé, c'est la bibliothèque. J'en rêve. Et pour moi, ça a une importance capitale. Mais elle est laissée, il n'y a pas grand conseillers qui sont venus voir de quoi qu'elle avait, de quoi qu'elle a l'air. Et moi, ça fait encore 2 ans, 3 ans qu'on est là. Et j'attends toujours après le fameux instincteur. On n'a pas d'instincteur. On reçoit 24 enfants par période dans la bibliothèque.
assure que ça me gosse pas. Je comprends, Mass. Mais effectivement, comme on a parlé, là, il y avait la rampe d'accès. Donc, quand on arrive avec des sujets comme ça, puis qu'on est mis au courant, là, ça fait quand même une semaine et demie qu'on est arrivé. Là, on ne peut pas tout avoir, tout savoir. Mais quand même, on a nommé M. Victor Godin sur le comité de la bibliothèque. On le sait qu'il y a déjà. On sait qu'il y a des fonds qui ont été réservés pour la bibliothèque. On sait aussi, on sait quand même plusieurs sujets. Là, on ne peut pas tout savoir de fond en comble en claquant les doigts, mais on est d'écoute. Puis, tantôt, vous disiez, là, le chiolage, etc. On n'est pas ici pour faire du mutisme. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui a le goût de poser un commentaire ou de poser une question, c'est sûr qu'il faut respecter. T'sais, on n'arrive pas pour dire « Toi, t'es nanana. » On n'est pas là. Okay? Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit dans le respect. Le monde a le droit à les opinions. Le monde a le droit à leurs commentaires. Bien, on va continuer dans cette avenue-là. Puis, on en a parlé même au caucus avec Danny, puis Danny, il a la même ouverture que nous. Là. On veut tout que ça soit une harmonie au sein du conseil, puis on veut que cette harmonie-là se répercute sur les citoyens, sur les bénévoles, pour que toutes ces personnes-là voient qu'il y a un beau mouvement qui se fait, puis qu'il y a une entraide autant des élus que des citoyens et des employés municipaux, que tout le monde travaille en harmonie pour avoir une synergie là-dedans, puis que ça fait que la municipalité agrandisse de ça. C'est vraiment le point tournant du conseil qu'on a aujourd'hui. La plus belle preuve là-dedans, c'est que vous avez vu les gens qui ont été élus sur des comités. Danny a proposé ces choses. On savait qu'il y avait ça à cœur. Mm-hmm. Okay? L'histoire des STBJC, Héberge. Go, vas-y, tu vas t'occuper de ça. Mm-hmm. Moi j'aurais pas été capable parce que ça me dit rien. Je ne suis pas un gars qui aime le fleuve. J'aime ça, je trouve ça beau, mais c'est pas ma dada. Lui, il est embarqué là-dedans. Go, ça va être ça. C'est ça qu'on veut. Des gens que. Moi, j'aime travailler la bibliothèque, oui, parce que mon épouse est là-dedans. On a travaillé quand on a acquis cette bibliothèque-là. On est allé faire pas des dizaines, des centaines d'heures de bénévolat pour aménager la bibliothèque. On sait, comme vous dites, il faut qu'elle soit améliorée parce qu'elle est de plus en plus sollicitée. Les enfants viennent là, c'est la plus belle place. On les voit arriver de l'école, là. C'est un spectacle à voir. Là. Puis tu sais, la culture, on commence. C'est bien beau les ordinateurs, mais bon sang, les livres aujourd'hui, de plus en plus, les gens prennent le temps de lire. Puis, au moins, c'est ça. Pour d'autres, ça va être d'autres choses, là. Mais c'est pour ça qu'on ça fait une équipe qui va être pour la population. Oui. Bonsoir, mon nom est Élise Brunet, j'habite sur la rue Lavallée et j'ai une expérience de 30 ans en municipal dans des grandes villes. J'ai travaillé pendant 18 ans dans des cabinets politiques dans des grandes villes et en tout respect pour Mme Perron, en tout respect pour M. Perron, je peux vous dire que j'ai été témoin de campagnes électorales pas mal plus assassines puis pas mal pires que celles d'ici qu'on vient de vivre. Je trouve, c'est vrai par contre que les réseaux sociaux, c'est l'enfer. Ça n'a pas aucun bon sens. Mais je suis d'accord avec Mme Perron que les réseaux sociaux, les gens sont seuls devant leur clavier et ils écrivent n'importe quoi et c'est épouvantable. Maintenant, en termes de campagne électorale épouvantable ici, moi, je n'ai pas vu ça. Puis pourtant, j'ai des lunettes, je suis capable de voir ça puis de flairer ça. Et je peux vous assurer que j'ai trouvé, j'ai trouvé la campagne électorale qui vient de se terminer beaucoup plus saine que qu'est-ce que moi j'ai vu pendant 30 ans. Alors, je veux confier notre avenir de Cap Santé à l'équipe en place. On les a élus, on a voté pour eux autres. On n'est pas des personnes haineuses de par nature. Il peut y avoir, comme on l'a vu sur les réseaux sociaux, ici et là, ce que moi j'appelle des trolls. Et ça existe, mais il faut faire avec. Alors, moi, j'ai écrit juste un petit commentaire, puis je me suis fait ramasser sur un paragraphe long de même. Fait que j'ai enlevé mon commentaire, puis ça s'est arrêté. Et puis, je me suis dit,
On a élu une équipe et de ce que je perçois ce soir, c'est très positif. Je suis très contente que tout le monde s'en va dans le bon sens. Il n'y a pas d'opposition comme telle de ce que j'ai vu, où est-ce qu'il y a des coups de couteau dans le dos, puis des choses comme ça. Je ne vois pas ça ici, là. Et je suis très heureuse je suis certaine que les projets vont bien aller. Je suis certaine qu'on va aller de l'avant, puis c'est du renouveau, c'est positif. Alors, allons-y, tout le monde, les citoyens, ensemble, voyons ça comme du positif. Alors, merci. Bonne soirée. D'autres questions? Avant de lever l'ordre du jour, je voudrais aussi vous dire que c'est pas tout le monde qui est à l'aise dans les euros. C'est pas tout le monde qui se dit « je vais aller masser, je vais aller au lutrin, je vais parler devant tout le monde ». Si vous avez des commentaires, des questionnements, des avis, il n'y a rien qui vous empêche d'écrire directement à chacun des districts. On est en train de finir le citoyen, etc. Fait que tout va venir ensemble, mais chacun des emails et des coordonnées des conseillers et du maire vont être disponibles. Donc, si vous avez préoccupations, commentaires, discussions, avis, quoi que ce soit, gênez-vous pas, vous pouvez nous écrire. Puis souvent, c'est que j'ai une idée du siècle, mais entre deux conseils. Fait que là, souvent, ça va dans 2 semaines, 3 semaines avant qu'on puisse se rencontrer. Donc, si vous avez, même chose, des idées, quoi que ce soit, là, gênez-vous pas à nous écrire pour nous en faire part. Là, ça va être bien reçu. Donc, nous allons aller avec la levée de la séance ordinaire. Il est proposé par M. Danny Perron et résolu que la présente séance ordinaire soit levée, adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil présent. Je vous remercie d'être venus en grand nombre et j'espère vous revoir dans d'autres conseils. Ça va nous faire plaisir.